Cet été, on avait envie de vous faire redécouvrir les histoires qui ont le plus marqué Eden Stories. Certaines ont bouleversé notre communauté. D'autres nous ont profondément touchés pendant l'enregistrement. Si vous découvrez le podcast aujourd'hui, cette histoire est un incontournable. Et si vous l'avez déjà écoutée, peut-être que vous la vivrez différemment une seconde fois. Je vous laisse avec cette conversation intime. Bonne écoute. Bonjour Marie. Bonjour. Merci beaucoup déjà, je tiens à te remercier encore une fois d'être ici aujourd'hui, d'avoir accepté mon invitation. Tu as pris le train très tôt ce matin, donc merci beaucoup pour Merci ça. à toi d'être venue me chercher. Avec plaisir. Qui es-tu, Marie? Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Écoute, face à toi aujourd'hui, tu as une femme de 37 ans, maman de 2 enfants, qui évolue dans un milieu financier et professionnel et qui fait beaucoup de bénévolat à côté pour, protéger des jeunes vies innocentes d'enfants. C'est là tout le sujet d'aujourd'hui. Exactement. C'est pour ça que tu es venue accompagner d'ailleurs. Voilà, j'ai pris un poupon, on aura certainement, l'opportunité de le présenter plus tard dans l'échange, mais c'est un outil indispensable en lien avec ce que je fais au quotidien, donc il m'accompagne un peu partout, oui. Mmh. Dans quel contexte, toi, familial, tu as grandi enfant? Écoute, moi, mes parents se sont rencontrés très tôt, au collège, des meilleurs amis qui sont tombés amoureux et qui ont fait toute leur vie ensemble. Donc ils sont toujours ensemble et plus de 50 ans. Moi, je suis leur premier bébé, leur première fille, donc autant te dire que j'avais une place géniale et derrière sont arrivées 2 autres petites filles et on a vraiment grandi, entourés d'amour, ça c'est certain. Je me suis rendu compte vraiment en devenant adulte que c'était une grande chance, de pouvoir avancer dans la vie avec un filet de sécurité comme ça. Tu vois? On savait qu'on pouvait avancer, mais si on tombait, on était là derrière pour nous, donc ça c'était précieux. J'ai pas eu le sentiment de manquer de quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, tu vois, c'était pas l'opulence, mais on était très heureux. Mmh. Donc un contexte familial qui donne envie plus tard de fonder sa propre famille? Ah oui, qui donne envie effectivement, ouais. Alors, justement, pour fonder, ta famille, tu as rencontré, l'homme de ta vie, l'homme idéal? Alors idéal, je sais pas, mais en tout cas, Oh. parfait pour faire des projets de vie, se projeter et se sentir aimé et rassuré, en tout cas, de se lancer dans ces projets-là avec lui. Mmh. Et écoute, à l'inverse de mes parents, ça s'est fait plus tard parce que moi, j'avais déjà 27 ans et lui 31. Il avait déjà, lui, une première partie de vie avec, déjà un petit garçon. Donc je suis aussi devenue belle-mère, en trouvant l'amour de ma vie, donc un peu particulier au démarrage. Mais justement, c'est le fait d'avoir été belle-mère et de voir surtout mon conjoint évoluer en tant que papa, qui m'a donné envie d'avoir un enfant avec lui. Enfin, vraiment, je me suis dit, «J'aime un enfant qui n'est pas le mien, j'aime un homme qui a l'air d'être un très bon père et j'ai envie de vivre tout ça avec lui et qu'on soit une famille ensemble, quoi». C'est un projet qui est arrivé, dans vos vies, assez Ben, rapidement ou comment ça se passe oui. à ce moment-là pour toi? Ça c'était censé être compliqué parce que j'avais eu quelques problèmes de santé auparavant, donc je l'avais informé que, si c'était un projet, ça risquait d'être un parcours un peu plus compliqué. Donc il m'a accompagnée dans les premiers rendez-vous quand la décision s'est vraiment prise, d'arrêter tout moyen de contraception et écoute, par le plus grand des hasards, miracles, bonheur, appelle ça comme tu veux, je n'ai même pas eu le temps, de me dire: «Bon, on va voir ce qui va se passer». En fait, 2 semaines après l'arrêt de mon moyen de contraception, je suis tombée enceinte et j'ai porté cette grossesse à terme malgré, tous les risques qu'on m'avait annoncés. Je suis restée alitée, le dernier mois et demi. Je suis restée allongée à la maison en présence du coup du papa, sinon il voulait m'hospitaliser, mais lui pouvait prendre des dispositions avec le travail. Il était intérimaire à l'époque. Il a dit: «Non, tant pis, je reste avec toi si ça peut éviter que tu sois hospitalisée», parce que moi j'avais pas le moral, hein, faire la fin de la grossesse à l'hôpital, Bah, ça me oui. tentait pas du tout. Et au final, du coup, on est restés tous les 2 à la maison avec, visite de mes sœurs, des parents, enfin, j'ai eu mon petit cocon et après la naissance, du coup, au moins j'étais avec lui et on a pu partager tout ça ensemble. Mmh. Ouais, donc des liens déjà très forts, Mmh. Et un avec gros ce petit soutien bébé, surtout. un gros Je soutien. savais que je me lançais pas, alors moi, je me lançais dans l'inconnu, mais en fait, j'étais aussi rassurée de me lancer dans tout ça avec un homme qui connaissait, qui avait déjà vécu ça et puis, enfin, moi, je crois que j'ai jamais été autant, aimée et adulée de mon mari que quand j'étais enceinte. Vraiment, enfin, je suis en plus une femme plutôt indépendante, autonome, mais forcément, quand on porte la vie, tout de suite, ça attire plus l'attention, peut-être plus, un peu un aspect sécuritaire, je ne sais pas, mais oui, non, c'était génial. C'était une très belle grossesse aussi pour ça. Et Mmh. il avait quel âge, son petit garçon, à ce moment-là, quand tu es tombée enceinte, toi? Alors, moi, quand je suis tombée enceinte, il avait 6 ans. Oui, 6 ans, pardon, c'est ça, et quand j'ai accouché, c'était quelque temps avant OK. ses 7 ans.
Donc Mmh. lui, il était comment à l'idée d'accueillir un petit frère, Oh bah, ou une petite sœur, il était super content. En plus, lui avait déjà une grande sœur du côté de sa maman et bah, alors quand il a su que c'était un petit frère, alors je pense peut-être comme plein d'enfants, en plus de familles recomposées, il y a certainement eu ces petites craintes de: «Comment ça va se passer? Où va être ma place?» Mais en fait, il me faisait beaucoup de câlins, il me faisait des câlins au ventre, j'allais dire on lui a fait croire, on lui a pas vraiment fait croire, mais tu sais, on l'a vraiment emmené avec nous dans le choix du prénom, même si c'était pas lui qui allait décider, mais on voulait vraiment qu'il se sente inclus de tout. On lui a refait toute sa chambre juste avant que j'accouche, histoire de le valoriser aussi un peu plus Mmh. et puis on l'avait choisi lui pour être le parrain du bébé. Donc Oh! on voulait vraiment, en fait, lui donner une place, sa vraie place en disant: «OK, bah, toi, tu as 2 familles, OK, papa, il refait aussi sa vie, une nouvelle famille, mais tu as ta place» et puis bon, c'est à cet âge-là, c'est plus facile aussi. À cet âge-là, 6-7 ans, c'est plus facile aussi, je pense, pour Mmh. préparer tout ça, quoi. Donc chacun a Mmh. sa place en attendant Mmh. l'arrivée de ce petit bébé. Comment ça se passe? Donc, grossesse un peu compliquée sur la fin? Voilà, compliqué Ouais. sur la fin, mais ma foi, rien de grave pour Mmh. bébé. C'était plus, vraiment une peur du corps médical d'un accouchement très prématuré. Pendant longtemps, on m'a dit: «Attention à la fausse couche tardive», compte tenu de ce que j'avais eu comme souci et après on m'a dit: «Bon, bah, là, maintenant, il est viable, mais il faudrait pas qu'il arrive trop tôt». Donc le but, c'était vraiment de limiter, plus du tout de voiture, faire attention à tout ça. Donc il est arrivé à terme, mais bien, bien à terme. Je m'étais même dit 2 semaines avant, ça aurait pu être très bien aussi, mais accouchement un peu sportif, j'avais entendu parler beaucoup de l'accouchement, ma mère, malgré qu'il y ait pas eu de péridurale, enfin, c'était quelque chose d'assez beau quand même que j'en retenais. C'est pas du tout comme ça que je l'ai vécu. C'était même un peu plus compliqué. Par contre, j'avais le soutien du papa. Je dis mon mari, mais qui ça n'était pas encore mon mari à l'époque et au moins je me sentais pas seule et ça, je crois que c'est ce qu'aura tout mené mon parcours de maternité, de pas être seule. Les douleurs, les choses, c'est moi qui les ai vécues, mais jamais seule et j'avais un espace de parole toujours. Donc ça, c'était précieux. Donc bah, balancée comme ça dans le grand bain de la maternité, avec un peu mal partout, un peu traumatisée de certaines choses, mais avec un bébé en super bonne santé, beau comme tout, enfin vraiment, c'était le premier petit enfant de mon côté, de ma famille, donc je te laisse imaginer, la joie des Eh oui, grands-parents, des tontons tatas, enfin non, le c'était bonheur, ouais, c'était vraiment, tout était fait pour qu'on soit très heureux et que ce soit une magnifique expérience, ouais. donc vous accueillez, un petit garçon. Un petit garçon, ouais. Comment ça se passe le début, Parce que là vous êtes, j'ai l'impression en t'entendant parler, un couple soudé, là l'un pour l'autre. L'arrivée d'un enfant parfois ça peut être, une tornade. Bah, alors, je l'ai pas trop vécu comme ça. Après, c'était loin d'être facile tout le temps, mais tu vois, par exemple, je voulais absolument allaiter mon bébé parce que je me voyais pas faire autrement et en fait, l'allaitement, c'était très difficile. Je l'ai très mal vécu et c'est un soir, j'étais en train de pleurer avec mon bébé au sein et c'est mon mari qui est venu me faire un câlin dans le lit, puis regarder un peu le petit. C'est lui qui m'a dit: «Tu sais, si ça te plaît pas, si ça te fait mal», il me dit: «C'est pas une obligation, hein», il me dit: «Et puis si tu lui donnes le biberon, je pourrais te relayer davantage». Enfin, et en fait, il m'a aidé à déculpabiliser de tout ça, donc il a des côtés un peu rustres des fois, mais il a quand même ce grand cœur et ces bonnes valeurs et c'est pour ça que je dis qu'il a vraiment été d'un bon soutien parce que, même financièrement parlant, en fait, il était en intérim à l'époque et il a fait le choix de stopper sa mission d'intérim pour pouvoir rester avec moi sur la fin de grossesse, mais aussi jusqu'aux 3 mois de notre fils. À l'époque, il y avait pas de congé paternité comme on a aujourd'hui, c'était déjà 11 jours, mais c'était quand même très peu Mmh. et en fait, bah, on va dire qu'on s'est un peu serré la ceinture, mais ça a permis aussi de traverser quand même une phase qui est un peu hard, hein, on va pas se mentir, les 3 premiers mois de la vie d'un bébé. Puis moi, je devenais mère pour la première fois aussi, donc tant les découvertes, tant essayer de comprendre ses besoins, accepter d'arrêter l'allaitement pour passer au biberon, enfin voilà et que sais-je encore, plein de choses, mais ça, Oui. on l'a vécu à 2. Donc j'avais pas conscience non plus à ce moment-là, ça me semblait normal parce que je me disais: «Bon, j'ai choisi le papa et je le connais, je le vois faire», mais c'est en regardant un peu autour de moi, je me suis dit: «Non, en fait, tous les papas ne font pas ça, ils sont pas autant Ouais, investis», enfin malheureusement. et enfin, Ça bon, du coup, change, mais ça fait du bien. Oui, c'est ouais. ça. Ça change beaucoup et moi, en tout cas, je me suis rendu compte qu'après coup, de la chance que j'avais eue, même du tout juste pour avoir un relais, en fait, tout simplement, hein. De Mmh. dire: «Bah, là, en fait, je vais aller me laver les cheveux parce que j'en ai marre d'avoir un kiki avec les cheveux gras, donc si tu vas le garder pendant que je vais me doucher», enfin et puis, bah et puis aussi pour qu'il ait pleinement sa place de père, que ce soit Oui, pas juste le aussi. deuxième parent qui s'en occupe, quand maman a besoin. Non, non, on Mmh. était vraiment 2 parents et non, c'était
chouette pour ça, c'était une grande chance, ouais. Tu dois reprendre le travail, c'est un choix de ta part? Qu'est-ce que la pendant ton postpartum, est-ce que c'est une question qui revient? Alors C'était quoi l'idée, en fait, le projet avec ce bébé-là? Déjà, je m'étais pas imaginé financièrement pouvoir, rester avec lui très longtemps. Parce que, le premier déjà, il y a quand même moins de possibilités financières et puis moi, j'avais une carrière quand même qui me plaisait beaucoup. Donc avoir un enfant juste avant 29 ans, ça me semblait pas «déconnant» entre guillemets, je m'étais quand même fait ma place aussi au travail donc je me s enfin, ça me gênait de sortir du circuit professionnel trop longtemps. Ça, je l'ai pensé beaucoup jusqu'à temps que j'ai vraiment mon bébé dans les bras. Mmh. Donc sauf que les choses, elles sont souvent actées en amont parce qu'il faut rechercher un mode de garde, il faut s'organiser donc tout ça, on l'a fait pendant la grossesse. Donc au début j'ai accouché en février 2017 et donc j'aurais dû reprendre le travail au mois de juin. J'avais déjà un petit peu plus de congés grâce à mon employeur et puis, très vite, du coup, se pose la question du mode de garde. Donc nous, mon mari et moi, on a eu, chacun une assistante maternelle, une nounou, une tata, ça dépend comment on les appelle, mais des femmes qui ont beaucoup compté dans nos vies, avec qui on a gardé contact, adultes et donc nous, ça nous semblait, enfin, on voyait pas se faire autrement que de confier notre bébé, à une nounou. Donc on a fait justement ce travail de recherche en amont parce qu'on entendait, comme tout le monde, que c'est difficile de trouver Oui. et donc le contrat, il a été signé, je crois, 1 mois ou 2 avant que j'accouche. Donc on savait déjà que le mode de garde était prévu. J'avais D'accord. juste rallongé un petit peu parce qu'au final, on a trouvé, dans notre entourage, dans l'entourage de mon mari, une assistante maternelle qui nous plaisait beaucoup. En plus, comme il y avait quand même un petit peu plus de connaissances, on s'est dit: ça nous plaît en fait que ce soit chez elle qu'il y ait notre bébé». Et donc sa condition, c'était par contre moi juin je peux pas, je pourrais qu'à partir de septembre. Donc nous on s'est dit: «Bon OK, je vais prendre un congé, parental, du coup, classique avec la CAF, je vais prolonger un petit peu». Puis finalement une fois que bébé était là, je me suis dit: «Bon c'est cool en fait, en plus j'ai tout l'été» parce que reprendre au mois de juin c'est moins sympa. Oui, Là je c'est vrai. reprenais fin août je crois, c'est ça autour du 22-23 août. Donc je me suis dit: «Bon c'est cool, j'ai mon été aussi». Et puis je me suis aussi dit au bout de quelques mois de mon fils: «C'est cool aussi parce que j'ai besoin de retourner travailler». Il y a ça aussi. Ouais Parfois, on ressent ce besoin. je l'ai ressenti. Honnêtement, alors bon, la suite de l'histoire m'a fait culpabiliser d'avoir ressenti ça, mais à ce moment-là, je me suis dit, je lui ai donné beaucoup, beaucoup de moi, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. En plus, c'était un enfant avec, des problèmes de régurgitation interne, Ah. donc on a mis du temps à trouver ce qu'il avait. Je voyais bien qu'on nous écoutait pas trop dans le milieu médical. Après, il a été mis sous traitement, mais il avait déjà l'œsophage brûlé. Enfin, donc c'était aussi un bébé, qui pleurait beaucoup, qui nous sollicitait énormément. Et en fait, quand l'été est arrivé, il allait beaucoup mieux parce qu'il avait grandi, la diversification avait commencé et j'avais le sentiment de me dire: «Ça y est, j'ai été là pour lui sur la partie la plus hard, là ça va mieux, il est en train de grandir, il mange plus». Donc entre guillemets, je me disais: «J'ai rempli mon rôle, je vais être encore là pour lui, mais là je peux retourner travailler, je peux repenser à moi, reprendre ma carrière en main quoi, continuer tout ça». Et donc c'est ce qui arrive, tu C'est ce qui reprends le arrive. travail. Ouais. Comment ça se passe, pour lui déjà l'adaptation? Parce que c'est pas évident aussi, on le sait, de laisser son petit bébé C'est pas là, évident, c'est pas évident et puis, ça a pas duré longtemps. Hem, En fait, j'ai eu donc le contrat, il est signé à la fin de la grossesse. Dans les quelques mois de mon fils, je sais plus 3-4 mois, on revoit la future assistante maternelle, qui est très, très heureuse d'ailleurs de présenter notre bébé aux gens de son entourage en disant que c'est le futur bébé qu'elle va garder, et puis moi, je suis plutôt sereine, mine de rien. Ça me fait bizarre de laisser mon bébé, mais je suis plutôt sereine que ce soit cette personne-là, à qui d'ailleurs je l'ai dit, il y a des messages qui disent, «Je suis heureuse que ce soit toi qui le garde». Et en fait, si tu veux, pendant cet été, je lui cours un peu après. Je lui demande des dates pour l'adaptation, elle revient pas trop vers moi. Finalement, elle me rappelle, ils ont changé leur date de vacances, ils vont rentrer que fin août. Mais je lui dis: «Bah oui, mais comme le contrat a commencé le 1er septembre, faut qu'on case l'adaptation quelque part, quoi». Je sentais que c'était un peu bizarre et en fait, je crois que c'est au moment de la mi-août, je finis par apprendre que, elle va me le garder quelques mois, mais qu'en fait, elle pourra pas le garder jusqu'à son entrée à l'école parce qu'elle a d'autres projets professionnels, qu'il faut que je trouve une autre solution. Enfin, moi, je leur en veux aussi personnellement parce que je me dis: «Bon, on a mis les choses en place. Moi, je comptais vraiment sur vous, là, ça veut dire, complètement déstabilisé, en fait». Donc, Mmh. bon, autour de moi, on me dit: «Écoute, on va t'aider à trouver une solution». Donc, en gros, l'idée, c'était de commencer la garde début septembre et je crois que ça allait jusqu'en décembre. Il fallait que dès janvier, j'ai trouvé une Ah autre oui, solution. Ouais.
Oui, Donc donc tout ça déjà à la va-vite en plus, un peu au dernier ouais, moment, puis moi j'en voulais de me dire: «Bah, sois honnête en fait, à un moment c'est oui ou c'est non. Si c'est non, bon bah d'accord, ça va pas me plaire, je vais trouver une autre solution, mais il faut que je sache en et il fait, faut rebondir on ne peut derrière. pas jouer comme ça». Mmh. Et l'adaptation n'a pas pu se faire correctement parce que justement il y avait des dates de vacances changées et donc je crois, c'est plus très clair dans mon esprit, mais il a dû y aller qu'une demi-journée avant que le contrat commence vraiment. Donc et si tu veux, c'est qu'avec le recul que tu juges un peu les choses, que je me dis: «J'ai été stupide, jamais j'aurais dû accepter ça», mais en fait, bah, moi, j'avais déjà repris le travail, j'ai dû devoir trouver des solutions. Donc ma mère et ma petite sœur, qui est la marraine de mon fils, en fonction de leur boulot respectif, se sont, organisées pour pouvoir garder mon fils. Le papa travaillait en soirée, enfin, il partait à 17 heures, donc en fait, il gardait la journée. Oh là Ma là. mère ou ma sœur prenait le relais parce que moi, je rentrais tard du travail. Enfin, on a composé comme ça pendant, je crois, 2 semaines et je me suis dit: «Le pauvre, enfin, c'est quoi ce rythme? Maman, elle est pas là». Enfin, puis moi, je reprenais pas dans des bonnes conditions, du coup. Et arrive le début de la garde chez la nounou, donc là, on se disait: «Bon, c'est bon, on va arrêter déjà de solliciter la famille», parce que ça leur faisait beaucoup de kilomètres, enfin, c'est pas évident déjà en soi. Ils habitent pas à côté, À l'époque, on était à une petite demi-heure de voiture, oui quand même. oui, quand C'est même, quand même voilà. un Nous, on habite à Rouen et en fait, même dans l'agglomération, les campagnes environnantes, tu as quand même toujours pas mal de voitures à faire. Là, on se dit: «Bon, bah, la nounou, c'est juste la ville à côté de la nôtre, ça va se faire facilement», même pour le plus grand, enfin, on allait rentrer dans un vrai rythme de vie. oui. Et en fait, tu vois, la garde a commencé un 1er septembre et s'est arrêtée, très brutalement un 12 septembre. Donc Non. ça, si tu retires les week-ends, il aura clairement été gardé que 6 jours. Alors, qu'est-ce qui se passe, ce jour-là? On sait pas trop ce qui se passe justement à ce moment-là parce qu'écoute, il commence la garde et c'est un bébé qui faisait pas ses nuits et bah, il commence à dormir la nuit. Donc c'est génial, il a compris que maman a repris le boulot, elle a besoin d'être en forme, donc il fait ses nuits, dort plutôt bien. C'était un bébé, alors je le parlais tout à l'heure des régurgitations internes, tout ça, il pleurait beaucoup plus petit, mais là c'est un enfant qu'on pouvait qualifier de vivant. Beaucoup d'échanges dans le regard, d'excitation, de tout le faisait rigoler. Il nous cherchait vraiment un petit coquin, en fait. Il nous cherchait pour rigoler tout le temps. Donc, il y a vraiment tout le temps de l'échange avec lui. Et là, il nous donnait l'aspect d'être fatigué, en fait. Vraiment, on se dit: «Bon, bah, ça doit le changer». Enfin, nous, on mettait ça sur ce compte-là. Le rythme est un peu compliqué et tout. Et puis bon, ça, c'est le début de semaine, donc rien de particulier à signaler et le jeudi soir, je discute un peu avec la nounou et je sens que c'est compliqué pour elle. Enfin, dans ses mots, elle me dit que mon fils, c'est un sacré coquin, qui demande tout le temps les bras. «Est-ce que tu l'avais habitué un peu à aller avec d'autres gens? Parce que là, on croirait qu'il veut que les bras tout le temps». Je dis: «Bah oui, enfin, il a déjà été gardé par mamie, donc OK, ça reste dans le petit cercle restreint, mais». Enfin, déjà, tu sais, moi, je culpabilise beaucoup. Je me rappelle que cet échange, j'en ressors, en fait, j'appelle ma mère et je me mets à pleurer parce que j'ai l'impression d'être une mère horrible qui avait pas du tout préparé son bébé. Enfin, en plus, je pense que ça fait partie de ma personnalité. J'ai pris les choses pour moi parce que c'est moi sa Bah mère, oui, bien donc je me sûr. dis: «Bah, qu'est-ce que j'ai mal fait?» Il Enfin, est tout petit, donc tu peux que le prendre un peu pour bah, toi, ouais, mais si tu veux, à aucun moment on s'imagine, des choses autres ou plus graves ou moi déjà j'avais ce côté logistique en tête de me dire: «Bon déjà dans quelques mois, c'est même plus elle la nounou». Ouais. Là en gros elle est en train de me dire que mon fils il est casse-pied, enfin et puis, le vendredi, j'ai fini plus tôt le boulot parce qu'à l'époque j'étais donc commerciale itinérante, donc en fonction de mes rendez-vous clients, je pouvais aller le chercher plus tôt et je vais le chercher plus tôt et en fait je le trouve, debout dans un c'est pas vraiment un Yupala mais donc il avait 6 mois, hein, pour remettre dans le contexte. Debout sans les pieds qui touchent par terre dans un espèce de truc élastique là, je sais pas comment on appelle ça. Je me dis: «Bon, un peu bizarre». Il y avait une autre petite fille, elle gardait une petite fille de 18 mois, dans la chaise haute face à la télé. Ouais, enfin bon, des choses déjà qui m'ont pas plu et je me suis dit: «Je pense que ça va être compliqué d'aller jusqu'en décembre», sans s'engueuler. Parce que je me disais: «Là, moi, il y a un moment, ça va pas être possible». Donc je me sentais piégée de me dire: «J'ai besoin d'un mode de garde, je n'ai pas d'autre solution», mais en même temps, il y a plein de choses qui me conviennent pas. Et puis, bah, ce soir-là, du coup, elle me dit que, enfin voilà, que la veille, c'était l'anniversaire de son mari, mais qu'ils sont même pas sortis parce qu'elle était éreintée. Enfin bon et moi, je me dis: «Waouh», puis ce jour-là, c'était justement l'anniversaire de ma maman. Je récupérais mon fils et on partait ensuite faire une surprise à ma maman et en fait, tout le long de la route, là, une grosse demi-heure de route, j'étais pas bien. Je me suis dit: «Je viens de parler 3/4 d'heure avec elle, j'ai l'impression que mon fils, il est horrible, que du coup, elle est tellement fatiguée». Je me dis: «Elle en garde depuis 20 ans des enfants». Enfin, je me disais: «OK, moi aussi je l'ai trouvé fatigant, moi aussi si» et en fait, je me disais: «Qu'est-ce que j'ai mal fait qui fait que mon fils est comme ça, que» enfin bon, du grand n'importe quoi. Mais à la maison, toi, enfin, quand elle te le décrivait comme ça, tu reconnais ton fils quand elle, dit qu'il est pas habitué aux bras, que tu l'as mal Oui, habitué? quand même, parce que c'est un bébé, qui aimait bien être tout le temps avec nous et puis, il aimait pas l'écharpe de portage, mais il adorait être avec Mmh. nous. Puis nous, en fait, avec mon mari, on s'est jamais trop posé de questions.
Ouais. Il est tout petit, à 18 ans, il viendra un peu Oui, dans nos bras, donc tu as besoin des bras, viens dans nos bras. Enfin, bien sûr. surtout qu'on le gardait pas que dans nos bras, il allait facilement avec les papis-mamies, les tontons tatas, on voulait aussi l'habituer. On l'avait déjà fait dormir 2 fois en dehors de la maison avant ses 6 mois pour aussi même nous aussi, tu sais, un Mmh. petit peu enfin se détacher, pas se détacher, mais commencer, tu sais, à s'habituer à ne pas être ensemble H24. Enfin, on dit: «Ça va nous faire du bien pour avoir un petit temps pour le couple aussi», enfin, ou faire une sortie seule avec le grand, ce genre de choses. Donc ce qu'elle me disait, moi je trouvais qu'elle exagérait dans le sens où je me disais: «OK, moi c'est mon premier bébé, je viens juste d'avoir 29 ans, j'y connaissais rien. Par contre toi, tu as 50 balais, c'est ton boulot, ça fait 20 ans que tu fais ça, tu as eu 3 enfants et tu es grand-mère». Donc en fait, dans ma tête, je me disais, bah, que moi j'y arrive pas parce que c'est mon premier OK, mais moi je l'ai H24. Enfin, tu sais, je voyais plus les choses comme ça. Je me disais: «Je suis pas choquée de ce que j'entends, j'ai pas l'impression que mon bébé n'est pas le même chez elle que chez moi». Par contre, je me disais: «Bah mince, enfin, à ce point-là, enfin, ça Oui, me semblait surprenant au dans point de son s'en discours». plaindre comme Ouais, ça, le soir, bon, exactement. Et ce week-end-là, on a, à peine vu mon fils parce qu'on a cherché après pendant longtemps, comme on a dû justifier plein de choses. On a cherché: «Mais qu'est-ce qu'on a fait ce week-end-là?» Bah oui, c'est vrai, on était invités chez mes parents, on a fait les 20 ans de ma sœur. Personne ne se rappelait de notre fils. Puis je dis: «Bah oui, c'est vrai, en fait, je suis allée me coucher avec lui. Moi, j'étais éreintée de ma semaine de boulot, il était hyper fatigué» et il y a plein de photos et en fait, c'est vrai que sur les photos, bah, il est posé. Il est là, il est posé, il a moins l'œil rigolard que d'habitude, mais il y a rien de choquant, encore une fois. Et bon, j'ai peur de me mélanger un peu les pinceaux dans les dates, mais en gros, donc sur ce week-end-là, le samedi, ça se passe comme ça, voilà, je vais me coucher assez tôt et cetera avec lui. Et le dimanche, il est plutôt souriant parce que heureusement, je faisais beaucoup de photos et de vidéos et c'est ce qui aide un peu. Plutôt souriant, très mimi. J'étais censée l'emmener avec moi à l'anniversaire d'une amie le dimanche après-midi et en fait, à un moment, je prends mon fils et là, il se met à vomir, mais pas des régurgitations comme j'avais pu connaître, vraiment un vrai vomi. Je me dis: «Oh bah, le pauvre», enfin, puis en fait, on le change avec mon mari, tout ça, puis on se dit: «Bah, cherche pas, c'est peut-être pour ça qu'il est bizarre depuis quelques jours». En fait, il est en train de nous couver un truc, première fois malade et tout ça. Bon, une fois qu'il avait vomi, ma foi, on retrouve, notre Erwan, des derniers jours, enfin, rien de choquant, rien qui nous interpelle. L'après-midi, pareil, il est très discret et tout ça et le lundi, je dis à mon mari, je dis: «Écoute, l'emmène pas chez nounou, je vais la prévenir». J'avais pris rendez-vous du coup chez le médecin, je dis: «On sait jamais». Donc le médecin le voit, bah, forcément, il ne peut que constater qu'il mange un peu moins, qu'il est un peu moins vif et cetera, mais encore une fois, rien d'alarmant. Donc lui nous dit que c'est certainement un virus de gastro-entérite. Alors, il y a pas de fièvre, il y a pas de diarrhée, il y a juste eu 2 vomis la veille. Il y a d'accord. juste eu ça à ce stade-là. Il nous prescrit des suppositoires de je sais plus quoi, bon. Donc moi, j'étais au travail, c'est mon mari du coup qui gère ça. Il m'appelle et puis il me dit: «Bon, bah, écoute, il va bien, je t'envoie une petite vidéo, il est en train de jouer sur son tapis, le médecin a dit de pas trop s'inquiéter, de lui proposer à manger comme d'habitude». Je dis: «Bon, bah, OK, je préviens nounou, on le remet demain». Et donc le lendemain matin, donc le lundi, tout se passe très bien. Le soir, moi, je le vois, rien à dire. Le mardi matin, je l'habille tout mignon pour aller chez nounou que j'avais prévenu qu'il allait revenir et j'envoie justement une photo à ma mère et à mes sœurs en leur disant: «Bah, il a repris du poil de la bête, il va bien, il est tout mimi». Enfin, cette photo, elle est précieuse parce qu'en fait, c'est une des dernières de mon fils de la vie d'avant et en fait, du coup, donc on le met chez la nounou sans je me rappelle plus à quelle heure on était censé aller le chercher, mais c'était donc mon conjoint qui allait le chercher et moi, j'étais partie assez loin de chez moi, sur la ville d'Amiens en clientèle, donc à peu près à 2 heures de route et mon mari me dit: «Écoute, je vais aller le chercher». Moi déjà, je crois que c'est ce jour-là, le midi, j'ai reçu un message de la nourrice avec une photo de mon fils, les yeux tout, tu sais, alors je sais pas s'il avait un flash qui le dérangeait, c'est quelque chose, enfin, allongé dans son lit, elle m'avait écrit: «Après la colère». Et moi, j'avais Non. reçu ça, je m'étais mise à pleurer au boulot. Ma responsable, une femme qui n'avait pas encore d'enfant, mais je lui fais voir et elle me dit: «Pourquoi t'envoies ça à la nounou?» Je dis: «Je sais pas, de toute façon, elle me fait plein de trucs bizarres en ce moment». Enfin, je dis: «Je crois que ça la saoule de garder mon fils». Et en fait, ce même jour, j'ai dû l'envoyer du coup à mon conjoint pour lui faire voir. Il va chercher Erwan plus tôt et il me dit: «Écoute, Erwan apparemment il a passé une mauvaise journée». Elle me dit qu'il a vomi chez elle. Elle le décrivait en mode zombie. C'est-à-dire que, bah, il était là sans être là et tout. J'ai dit: «Bon, bah, écoute, moi j'écourte le rendez-vous, je trace la route pour rentrer». Donc j'ai dû arriver un petit peu avant 20 heures à la maison, donc assez tard quand même. Et là, j'arrive un peu scène de chaos, quoi, je vois mon conjoint qui avait un torchon sur l'épaule, notre fils, avec un pyjama, mais avec une tête trop bizarre. Il y avait des torchons par terre et il me dit: «Il a vomi 3 fois depuis qu'on est rentré de chez nounou et tout». Je dis: «Mais c'est quoi ce délire?» Enfin, il a vu le médecin lundi matin, c'est censé aller, on a commencé le traitement, on est mardi soir. Enfin, Oui tu comprends pas, en fait, tu dis: «C'est beaucoup de vomi». et puis rien d'autre?
et puis rien Enfin, d'autre. pas de fièvre, Non, pas de sel comme tu disais? il se nourrissait pas beaucoup. Honnêtement, c'était compliqué. Il a commencé à gémir que le lendemain, mais là, il y avait pas de gémissement, juste, il avait les yeux ouverts, mais c'était plus notre fils. Enfin, je sais pas comment te l'expliquer, c'est ça qui est Oui. bizarre. Enfin, tu connais ton enfant, tu crées un lien avec lui et là, il avait ses beaux yeux bleus ouverts, mais moi, j'avais de la peine. Je me disais: «Qu'est-ce qu'il a, petit cœur? Enfin, il est malade, le pauvre, c'est la première fois et tout». Puis, en fait, ça a commencé un peu à me saouler. Je me suis dit: «Qu'est-ce que c'est que cette gastro bizarre?» Enfin, vraiment surprenant. Puis bon, il y a ça aussi. Tu penses pas à des choses graves, mais je me dis quand même: «C'est plus moi qui suis avec lui toute la journée». Il y avait des trucs un peu bizarres de la nounou. À aucun moment, j'ai pensé à des choses graves, hein, très honnêtement, mais j'avais quand même quelque chose où je me disais: c'est pas normal et tout». Donc je suis allée seule avec lui une première fois aux urgences cette nuit-là. Parce que mon conjoint il me disait: «Mais non, mais écoute, il est malade, ça va aller, forcément, c'est impressionnant». Je lui dis: «Mais attends, ton fils, il t'a déjà fait ça?» «Non, non, effectivement, pas à ce point-là, mais il est malade, il a vu le médecin hier». Puis en fait, moi, ça me convenait pas, puis peut-être aussi parce que chez le médecin, j'y étais pas. On Mmh. m'avait juste, répété, j'avais ce sentiment de me dire: «Moi, il est hors de question, je vais pas rester comme ça avec lui». Donc cette nuit du mardi au mercredi, à 5 heures du matin, je me retrouve aux urgences, pédiatriques de notre ville. Et puis, bah, je suis accueillie un peu, comme tous les jeunes parents, doivent être trop souvent accueillis malheureusement, enfin en mode: «Bah, vous avez déjà vu un médecin? Vous êtes déjà dit que c'est une gastro-entérite?» Alors j'ai: «Oui, c'était le médecin traitant comme de fait», mais je dis: «Là, il vomit quand même beaucoup». Puis je lui dis: «Il vomit», enfin, je savais pas comment l'expliquer. À l'époque, je disais pas en jet, l'expression que je connais maintenant, mais ça faisait comme un geyser en fait, ça partait loin et je me dis: «C'est impressionnant». Enfin, j'ai Mmh. pas l'impression que quand un bébé vomit, ça se passe A comme ça. alors que tu étais habituée parce qu'il était RGO? Alors c'était des régurgitations internes, donc ça sortait pas trop Ah souvent. Quand ça d'accord, sortait, si OK, tu veux, c'était pas, là, c'était vraiment la première fois que j'avais l'impression de voir mon fils vomir, à cette d'accord. période-là, tu vois? Mais je voyais bien qu'eux faisaient l'amalgame. J'avais l'impression d'avoir face à eux une maman, trop flippée, son bébé a des régurgitations et puis elle s'inquiète de rien. Donc ils ont vérifié quand même s'il était pas déshydraté. C'était pas le cas, donc on m'a dit: «Bon, bah, vous continuez à lui proposer très régulièrement». Ils m'ont fait un document pour justifier au travail parce que du coup, je comptais pas y aller et justifier que j'avais bien été, présente. Et en fait, le mercredi, donc je préviens le travail, je dis: «Bon, je sais pas combien de temps je vais rester avec lui, mais je dis: «Là, ça va vraiment pas». Et puis donc tout le mercredi se passe, mon fils, il est à peine conscient, il revient un peu à lui, puis il repart, puis il gémit et en fait, j'avais l'impression que d'un sens, ça allait pas, alors je le mettais dans l'autre sens, puis après je me suis dit: «Non, en fait, il est inconfortable sur moi», donc je le mettais sur un traversin. Et en fait, j'avais déplié notre canapé et j'ai vécu avec lui, tout ce mercredi. Donc mon conjoint restait avec nous. Après, il est allé bosser, il est revenu et puis, moi, j'étais toujours en grosse flip et il me dit: «Bah, écoute, rappelle les urgences si tu sens qu'il y a un souci». Et en fait, même au téléphone, je voyais qu'on m'entendait pas. Parce que je décrivais quand même un bébé qui est à peine conscient, enfin, aujourd'hui, avec un regard, plus expérimenté, bien entendu, mais je me dis: «Mais ça, c'est déjà des signaux assez graves». Qu'on puisse pas penser à des choses, dramatiques, j'entends, mais c'est déjà un bébé qui est un peu léthargique comme ça. Faut de toute façon demander à ce qu'il revienne et qu'il soit revu. Ça peut pas être qu'une gastro qui fait ça. Et en fait, c'est au final, c'est ma maman qui a insisté, donc dans la nuit du mercredi au jeudi, je crois, enfin, elle me renvoie des messages avant d'aller travailler le jeudi matin. Elle me dit: «Écoute Marie», elle me dit: «Là, ça fait longtemps que ça dure quand même». Elle me dit: «Moi, des enfants, j'en ai eu plusieurs, des gastro, il y en a eu». Elle me dit: J'ai jamais vu ça», enfin, ce que moi je décrivais parce qu'elle n'avait pas vu mon fils. Et elle me dit: «Moi, je serais toi, je retournerais aux urgences pédiatriques et j'insisterais». Alors moi, j'ai toujours un peu, tu sais, ce syndrome de l'imposteur, tu vois? Ouais. Je me dis: «Bah, je suis que sa maman, les sachants, c'est eux, j'y suis déjà allée, ils sont quand même ouvertement foutus de moi». C'est comme ça que je l'avais vécu, hein. Je suis rentrée chez moi en me disant: «En fait, je suis juste une maman trop flippée». Et puis, bah, en fait, ce qui a tout déclenché, c'est que mon conjoint donc était à la maison puisqu'il travaillait en fin de journée et comme Erwan adorait les bains, il me dit: «Bah, viens, on lui donne un petit bain pour le stimuler, ça va lui faire du bien, on a le temps». Et je lui dis: «Bah, écoute, prépare tout». Je dis: «Moi, je vais quand même passer un petit coup de fil, au secrétaire, au secrétariat de la pédiatre, savoir si en ce moment il y a un virus qui traîne, comme nous a dit le médecin que ce serait une gastro, mais qui fait que les enfants sont léthargiques comme ça, enfin». Et puis bon, donc pendant que moi je fais ça, mon mari met le petit au bain et en fait, bah, le bain, ça l'a un peu réveillé, un petit peu stimulé et donc pendant que moi je suis au téléphone, je vais dans la salle de bain, je les rejoins et donc je regarde dans la baignoire et là, d'un coup, mon fils me regarde et son œil gauche rentre vers l'intérieur et reste bloqué. Donc là, je te laisse imaginer la scène d'horreur. J'ai mon petit bébé, tout nu sous les yeux, mon mari à côté. En plus, comme il était pas au-dessus, j'ai le sentiment qu'il a pas tout de suite vu comme moi la scène. Sauf que moi, comme j'étais en ligne, je me suis mise à hurler dans le téléphone. Enfin là, j'ai plus tout le détail parce qu'en fait, c'était une scène que j'ai vécue comme ça, robotique. Et en fait, heureusement qu'on m'a passé le pédiatre au téléphone et j'ai expliqué. Il me dit: «Mais alors expliquez-moi depuis quand? Qu'est-ce qui se passe?» Donc j'explique tout et là, il me dit: «Vous retournez tout de suite au CHU de Rouen et vous dites que vous venez de ma part».
Donc mais encore une fois, sans m'en dire plus. Donc là, branle-bas de combat, on habille mon fils, je sais même plus avec quoi on part. Là, du coup, mon mari voit l'œil de mon fils quand même pendant qu'on l'habillait, donc là, gros coup de panique. On se dit: «Ouais, Bien sûr. il y a un truc qui va pas». Enfin, on sait pas, on s'est dit: «Ça se trouve, il est en train de faire une crise d'épilepsie». Enfin, Oui, tu sais pas tu à quoi sais pas du t'attendre, tout. quoi. Par contre, tu te dis: «Ouais, là, c'est grave». Donc on prévient la famille, on part à fond les ballons à l'hôpital, on trouve pas de place pour se garer, donc je finis la route avec mon bébé dans les bras, enfin, pour ceux qui connaissent le CHU de Rouen sauront, c'est une misère pour se garer là-bas, donc je dis: «C'est pas grave, je veux qu'il voie vite quelqu'un», donc je le détache, je le prends dans mes bras et je cours avec lui. Et en fait, j'arrive là-bas toute paniquée et je dis, «Je viens de la part de tel professeur» et là, on me prend tout de suite. Et puis là, on voit mon bébé. Ah oui, effectivement, donc on me le prend des bras, branle-bas de combat, les constantes. Et en fait, écoute, ça s'est passé à toute vitesse. On est arrivé le jeudi midi sur place. Très vite, on apprend, qu'il y a un problème cérébral. Ça son cerveau qui est touché de quelque chose. Et puis, les examens s'enchaînent dans la journée. Et puis à un moment, on nous dit, «On va devoir vous emmener en salle de déchoquage parce que là, son cœur bat de moins en moins fort, donc il faut vraiment qu'on fasse quelque chose». Et on commence à nous parler de pression intracrânienne. En fait, je comprends pas ce qu'on me dit, hein, très clairement. Moi, je comprends pas. Je comprends que c'est grave, mais je comprends pas trop ce qu'on me dit. Je comprends quand même qu'on me pose des questions, tu vois? Assez rapidement, on me dit: «Mais est-ce qu'Erwan est tombé? Est-ce que» «Bah, non», du coup, j'interroge mon mari, je dis: «Est-ce qu'il est tombé quand il était avec toi?» Enfin, en plus, je deviens un peu désagréable parce que je me dis, je suis déjà très inquiète pour lui. Il y a ce sentiment de me dire: «Bon, je suis pas là quand il est chez la nounou, c'est pas moi qui l'ai emmené chez le médecin et cetera». Là, genre, entre guillemets, «je reprends les choses en main». En fait, branle-bas de combat, c'est hyper grave. Et puis, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui m'a pas dit quelque chose, Oui, quoi. Est-ce qu'on te qu'il est cache, voilà, jusqu'à dire à mon mari: «Est-ce que ton fils l'a pas fait tomber? Il nous l'aurait pas dit». Alors forcément, lui, il prend très mal, il dit: «Bah, n'importe quoi». ah oui, Mais tu lui poses la question, bah, en fait, tu es obligé, moi, enfin, il y a même eu des questions plus dures après entre nous, mais tu es obligé de verbaliser. Moi, si tu veux, la seule certitude, c'est que je sais que moi, avec moi, il s'est rien passé. déjà, voilà, ça, c'est une Ça, chose. c'est la seule certitude que tu as à n'importe quel moment de ce qui se passe ou pas en ta présence. Le reste, tu sais pas. Donc là, ce que je comprends, c'est que pour mon fils, c'est très grave. Puis en fait, quand on commence à me parler du cerveau, là, j'ai beaucoup de mal à m'occuper d'Erwan déjà. Moi, je suis quelqu'un de très speed, beaucoup dans l'action et en fait, je m'étais beaucoup occupée de lui, mais là, je sens que c'est trop grave et en fait, je me dis: «Pour sa protection à lui, je vais m'éloigner de lui». Donc au contraire, le papa qui est beaucoup plus, pas forcément doux, mais là, c'est lui qui l'avait à bras, qui lui chantait des chansons et cetera. Moi, j'en avais plus la capacité. Moi, là, tout de suite, il fallait que je trouve des solutions, que je sois dans l'action. Ouais, toi, tu réfléchissais plus Ouais, que et puis en fait, je savais que là, moi, je pouvais rien faire pour lui. Alors déjà, c'est un sentiment qui est horrible de te dire qu'il se passe quelque chose, que tu as pas le pouvoir là-dessus. C'est un truc que moi, je gère très mal et là, en fait, je sors, à l'époque, je fumais, je vais fumer une cigarette à l'extérieur, puis là, je me dis: «Attends, je vais appeler ma mère» et là, en fait, quand ma mère décroche, je m'effondre en larmes et je lui dis: «Bah, on est à l'hôpital, apparemment, il a un problème au cerveau» et là, ma mère, elle est prise d'une panique au téléphone. En fait, je comprends à ce qu'elle me dit qu'elle craignait un truc plus grave qu'une gastro, mais que là et elle me dit: «Bah, bouge pas, j'arrive». Donc elle plante tout au boulot et cetera, elle nous rejoint. Donc bon, déjà, tu as un pilier qui arrive et puis je me dis: «Elle va pouvoir entendre ce que moi je comprends pas». Alors, non pas que je sois stupide, mais en fait, là, tu as plus ton cerveau, tu y arrives plus à ce moment-là, quoi. Et en fait, elle est restée avec nous toute la journée. Elle a aussi, géré beaucoup, notamment la salle de déchoquage. Moi, j'ai fait une crise de nerfs, donc je me suis dit: «De toute façon, il faut que je m'en aille, je sers à rien». Enfin, qu'à un moment, j'ai dit à mon mari: «Viens avec moi». Donc c'est là où je pense que j'ai commencé à le questionner à l'extérieur de à l'extérieur des urgences «Il est pas tombé?» Enfin, j'ai dit: «C'est pas grave, vaut mieux le dire maintenant». Parce qu'il me dit: «Mais n'importe quoi, non, il est pas tombé». Il me dit: «Bah, on va appeler donc la nourrice». Il me demandait s'il est tombé chez elle et cetera. Je dis: «Bah», je dis: «De toute façon, il faut qu'on sache ce qui se passe». Et on nous en dit pas plus, tu vois? Il part faire différents examens qui sont importants, donc scanner, IRM et on nous dit qu'on lui fait un examen de fond d'œil, en fait. Comme en plus il avait l'œil bloqué, donc c'était à cause de la pression intracrânienne. ça, c'était pas revenu là? Il était resté? Non, pas encore à ce moment-là, elle était pas revenue parce qu'en fait, ce qu'on nous explique, c'est qu'il y a tellement de pression à l'intérieur de sa boîte crânienne qu'en fait, elle est en train de gonfler et ce qu'il faut absolument, c'est faire diminuer la pression pour pas que son petit cerveau touche les parois de la boîte crânienne et en fait, ça avait comprimé derrière les yeux à cause de toute cette pression. Sauf qu'ils lui font, un examen de fond d'œil et là, on nous dit, en fait, il y a du sang présent derrière les yeux. Moi, je commence à me dire: «Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel?» Enfin, comment c'est possible? Enfin, je comprends pas du tout. Par contre, ce que je comprends, c'est que maintenant, ils viennent nous parler à plusieurs. Je me rappelle plus à quel moment les mots sont posés, mais là, on commence à nous demander, «Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec Erwan dont on souhaiterait parler?» Enfin, en fait, le ton change, un ton que j'apprécie pas du tout déjà. Moi, je suis en train de me dire apparemment enfin, personne n'avait posé les mots, mais moi, je suis en train de me dire: «Il y a un truc très grave qui est en train de se passer avec mon fils» et quand on part en salle de déchoquage, je me dis: «Donc il y a un problème avec son cœur, son cerveau», enfin,
Je pense que mon cerveau veut pas percuter que potentiellement il est en danger de mort, mais je crois que tout mon corps a ressenti à ce moment-là et je me dis: «Mais en gros, mais qu'est-ce qu'on vient m'emmerder avec des questions maintenant alors qu'il faut qu'on soit focus sur lui, Oui, quoi?» il faut le sauver là. Voilà, c'était plus mon état d'esprit et donc en fait, cet après-midi s'enchaîne, hyper vite et on signe tout un tas de papiers parce qu'en fin de journée, il y a un neurochirurgien qui vient nous voir et qui nous dit: «Bon, est-ce que vous avez compris ce qui se passe?» Ah, tu un peu là, oui, non, enfin, on sait pas trop. En fait, on nous dit: «Ben, en fait, là, il y a de la pression à l'intérieur de la boîte crânienne de votre fils. Cette pression, elle est due à un amas de sang. Ce sang n'a pas sa place. Là, il est en train de mourir. Il faut qu'on intervienne rapidement et pour lui sauver la vie et pour protéger, son cerveau et cetera et voir ce qu'on peut faire». Moi, je opérer de quoi? Enfin, tu comprends rien. En plus, on n'est pas du tout du milieu médical ni l'un ni l'autre, franchement, enfin, on comprenait rien à ce qui se passait. Ce qu'on avait juste compris, c'est qu'on était on signait des papiers parce que notre fils est en train de mourir et qu'en gros, on savait pas s'ils allaient l'opérer, qu'on allait le retrouver vivant ou pas. Ça, c'est la seule chose que j'ai retenue. Donc il part pour 3 heures d'opération et en fait, bah, pendant ce temps-là, tu t'imagines 20 000 choses, puis surtout tu commences à te dire: les questions, elles étaient bizarres, enfin, il y avait plein de choses assez gênantes. Moi, ça m'a perturbée les questions. Je me disais: «Pourquoi on nous demande tout ça alors que si ça vient d'une maladie, d'un problème neurologique ou autre?» Enfin, Mmh. tu un peu gênée et puis là, je me dis: «Bon, on ne sait pas s'il va survivre ou pas», mais moi, mon optique, c'est d'aller à la maison, de lui ramener tout ce que je peux ramener de sa chambre. Au début, mon mari, il est pas fan du tout parce que, bah, on sait pas, du coup, s'il va sortir vivant de l'opération. Mais en fait, moi, c'est pas possible autrement dans ma tête. Parce que je me dis: «De toute façon, s'il meurt, je meurs». Donc on va vivre, on va tous vivre, mais on peut pas faire autrement. Donc moi, je suis barrée dans mon truc, musique à fond sur la route. De toute façon, je me dis: «Faut pas que je me pose il faut pas que je réfléchisse, sinon je vais m'effondrer». On rentre à la maison, je paye un gros sac avec toutes ses affaires et 1 heure et demie restante, je décore toute la chambre d'hôpital en me disant: «Bah, il y a toutes ces affaires qui sont là». Et en fait, je l'entends pleurer à un moment, avant même qu'on vienne nous dire qu'il est en salle de réveil. J'ai reconnu sa voix, malgré que ce soit tout grave, et tout cassé parce il était intubé et cetera. Donc tu reconnais t le son de ton bébé quand même et là je me dis: «Il est vivant». Il est vivant, première étape, ça va être important et après du coup je me dis: «Bah OK, enfin qu'est-ce qui se passe?» Et là, le lendemain, c'est là où vraiment ça prend un énorme tournant parce que donc on nous dit, bon, ce qui est arrivé à Erwan, ce qu'on a fait comme opération. Donc on lui a cassé une partie de la boîte crânienne. On lui a fait passer une dérivation, donc un tuyau qui part d'ici, passe sous l'oreille, passe entre les seins et arrive dans le péritoine. Il est pas visible parce qu'il est à l'intérieur, donc je me dis: «Ah oui, effectivement, 12 points de suture ici, une dizaine là, ouverts à plusieurs endroits». En fait, c'est ce petit tuyau qui va permettre d'évacuer le sang par le péritoine, ça va se faire naturellement. OK, donc déjà, tu as le corps d'un petit bébé de 6 mois et demi qui est tout abîmé, hein, qui est recousu Mmh. et cetera. Impressionnant. Après, tu te dis: «C'est pas grave parce qu'il est vivant». Enfin, moi, je sais que c'est pendant longtemps, je me dis: «C'est pas grave, il est vivant. C'est pas grave, il est vivant». Enfin, du coup, ça me permettait de tout relativiser parce que, je comprenais bien que ça aurait pu être autrement. Et là, ce jour-là, du coup, on nous dit: «Bon, par contre, comme son cerveau, a été endommagé, on ne sait pas, du coup, comment votre fils va grandir, bon, mais c'est-à-dire, en fait, votre fils gardera des handicaps à vie». Bam! Coup de massue, enfin, moi ça m'a je me suis dit: «Attends, comment ça? Il a failli mourir, il est vivant, mais il va rester handicapé à vie». Puis on te parle de handicap, tout de suite, tu t'imagines fauteuil roulant, il pourra pas parler, enfin, Oui, le pire. bah, oui, puis tu penses pas à d'autres types de handicap, mais tout de suite, tu te dis: «Sa vie, elle est foutue». Enfin, moi, c'est comme ça que j'imaginais les choses. Il est vivant, mais à quel prix? Enfin, je comprenais pas du tout et là, on est reçu en fait, par une assistante sociale et quelqu'un de la protection de l'enfance du CHU pour, je pense, au démarrage, nous expliquer un petit peu plus ce qui s'est passé. Puis là, on nous repose un peu les mêmes questions que la veille. La veille, ça s'était fait dans le feu de l'action, aux urgences, je sais pas d'ailleurs qui étaient les personnes qui sont venues nous interroger, mais là, tu es assis dans un bureau et puis, bah, en fait, on te demande de raconter un peu l'histoire, puis on te redemande: «Est-ce qu'Arwan est tombé? Est-ce que machin?» Puis, en fait, donc tu dois raconter l'histoire. Bah, il est né comment? Comment s'est passé l'accouchement? Et vous, comment l'avez-vous vécu? Enfin, puis, en fait, tu vois, ça faisait un système d'entonnoir. Plus j'expliquais la vie de mon fils, plus elle me posait des questions, plus on en est arrivé à parler d'un mode de garde qui venait de commencer, plus, du coup, on m'a demandé comment ça se passait chez l'assistante maternelle. Donc, bah, je raconte un peu, ce que j'ai dit là et en fait, plus on échangeait, plus je me disais: «Il y a un truc bizarre et il y Mmh. a un truc bizarre, avec la nounou là». Enfin, Tu commences à faire le lien un petit peu, bah, tu commences à te dire: «C'est pas bon, ça pue». De toute c'est façon, pas moi, c'est pas mon conjoint. bah, là, moi, à ce moment-là, je suis encore dans l'optique où je me dis: «Mon fils a une maladie», quelque chose comme ça. Il y avait eu des questions bizarres, mais personne n'avait posé de mots encore et puis de toute façon, enfin. Oui, jusqu'ici, tu avais jamais parlé à part de: «Est-ce que vous l'avez fait tomber?» Voilà, des questions qui sont plutôt saines, même si je trouvais que c'était un petit peu,
exagérer, d'insister. Une fois que tu as dit: «Non, il est pas tombé», tu as envie de dire: «Bah, passe Ouais. à autre chose, cherche la maladie qu'il a» ou et en fait, c'est dans ce bureau-là qu'on commence à nous parler du syndrome du bébé secoué, chose qu'on ne connaissait pas ni l'un ni l'autre. Donc syndrome du bébé secoué, enfin, donc on nous mime un peu. Je crois que c'est à ce moment-là qu'on nous mime un peu, en tout cas pas suffisamment parce que je comprends pas encore. Moi, je me dis: «Bah, si ça se trouve en le faisant rôter, tu sais, enfin, je sais pas, rôter sur mes genoux, je sais pas comment Ah j'ai oui. fait», tu sais? Je me dis: «Bah, je l'ai secoué trop fort en». Donc tu sais, je me dis: «Mais enfin, peut-être et tout». Puis en fait, tu commences à comprendre que, elle se rend compte que tu es dans un déni, que tu comprends pas ce qui se passe, donc elle change un peu leur question peut-être pour que ce soit moins violent. Je pense que mon mari avait compris bien avant moi, il était dans un mutisme en fait, Ouais. et quand on parlait de l'assistante maternelle, il commençait à avoir les jambes qui tremblaient, je le voyais et en fait, c'est ça aussi qui m'a fait dire: «Il y a un truc avec la nounou, c'est bizarre». Enfin, je comprenais pas, puis après il me dit: «Bah, je voyais bien qu'il me dit: "Toi, il t'a fallu un petit temps", mais il me dit: C'était sûr qu'elle avait fait quelque chose de mal». Il me dit: «Entre tout ce qu'elle nous racontait». Bon, je vais trop vite en besogne, mais en fait, du coup, lui, très vite, il a compris plein de choses et lui, de toute façon, se disait que l'état d'Erwan n'était pas normal et que c'était pas une maladie. Moi, j'étais vraiment dans la recherche de faut trouver ce qu'il a pour mieux le soigner, pour mieux Ouais. l'accompagner, enfin. Et puis je pense que c'est un moyen de se protéger aussi après, parce qu'une fois le diagnostic posé, j'ai fait plein de recherches, je savais de sources sûres que c'était effectivement un syndrome du bébé secoué parce que tous les autres examens avaient été faits. Tu m'étonnes qu'avant de poser un diagnostic aussi lourd de conséquences pour l'enfant ou pour la famille, il y a quand même des diagnostics différentiels qui sont faits, des recherches de maladies. Là, ils sont allés lui faire jusqu'à une scintigraphie, c'est une radio totale de son squelette pour savoir s'il y avait pas des fractures, d'anciennes fractures et cetera. Pour la maltraitance, ils font quand même beaucoup, beaucoup de recherches et là, on nous dit: mais en fait, ça il va y avoir une expertise médicale de mener, mais on peut d'ores et déjà vous dire que votre bébé a été secoué, mais a été secoué dans le cadre d'un syndrome du bébé secoué, c'est une maltraitance. Alors, je crois moi qu'à ce moment-là, tu vois, je suis encore dans le rejet de cette info-là. Ça me semble pas possible parce que je me dis: «Bon, OK, enfin, il y a des trucs qui allaient pas, mais de là à faire du mal comme ça à un bébé, c'est tellement grave de s'en Ouais. prendre à un être vulnérable». Moi, je sais qu'il m'a fallu plus de temps pour comprendre. Par contre, on nous dit quand même que, bah, il y a une enquête judiciaire qui va être ouverte et que c'est important qu'on aille porter plainte rapidement. Ah bon? Bah, porter plainte, enfin qu'on tu sais, moi, je voulais même pas à ce moment-là, j'ai dit: «Il est hors de question que je porte plainte contre sa nounou». Ah On m'a dit: ouais. «Non, non, vous portez plainte contre X». Et puis moi, en fait, je continue à donner des nouvelles à la C'est ce que nounou, j'allais te si tu demander, veux. justement, tu as des nouvelles puisque ton Alors, mari là voulu l'appeler déjà, le elle, en jour fait, d'avant? elle en prend pas. La confirmation qu'on a après, c'est que moi, je me rends même pas compte, c'est qu'en fait, moi, je donne des nouvelles et je parle trop avant même qu'elle ne me pose des questions. Parce que moi, je sors de ce rendez-vous-là, j'envoie un message à ma mère, à ma meilleure amie et à Nounou en disant, d'après eux, il y a quand même une atteinte neurologique, ce serait pas normal, enfin, ils vont ouvrir une enquête. Je suis quasiment sûre qu'on nous a déjà parlé du bébé secoué à ce moment-là, mais quand même, je la mets dans la boucle, entre guillemets, de la famille amie pour qu'elle soit au courant de là où on en est. Parce qu'encore une fois, même moi, ça m'a semblé tellement inconcevable pendant longtemps qu'un être humain soit capable de faire ça que je me dis: «Bon, ils ont juste pas encore trouvé ce qu'a mon fils, OK, il y a un problème au cerveau, mais voilà». Et du coup, c'est quand je commence à dire qu'il va y avoir une enquête et après à l'hôpital, on me dit: «Il faut absolument que vous arrêtiez de converser avec l'assistante maternelle». Et là, je regarde mes messages et je me dis: «Mais en fait, elle s'en fout, enfin, j'ai eu juste, «Salut, comment va Erwan?» alors que je me dis: «Une nounou qui s'occupe d'un petit bébé aussi petit, qui en plus connaît un petit peu quand même la famille», enfin, elle aurait dû envoyer plus de messages que ça, quoi. Donc voilà, donc on coupe court, on se présente, au commissariat de police de Rouen, donc le 16, donc 2 jours après son opération. On attend d'être sûr qu'Erwan va vraiment bien. Mes parents, du coup, sont venus et on veut pas le laisser seul à l'hôpital, donc c'est mes parents qui restent avec lui, le temps que nous, on s'imagine que ça va pas être trop long d'aller porter plainte. Et en fait, on se présente au commissariat en disant: «Voilà, on arrive du CHU de Rouen, notre petit garçon est opéré en urgence, on nous a parlé du syndrome du bébé secoué, il était gardé chez une assistante maternelle, donc on nous a conseillé de porter plainte contre X». OK, bon, on attend. Le temps passe, on nous a fait attendre 1 heure. Là, on nous fait, prendre un ascenseur ensemble, donc on commence à parler un peu dans l'ascenseur et à la sortie de l'ascenseur, on m'emmène sur la droite et mon mari, on l'emmène sur la gauche. Et du coup, je lui dis: «Mais comment enfin, on reste pas ensemble?» «Non, non, bah, on veut vous entendre séparément». Tout était bizarre. De toute façon, ça faisait 2 jours que c'était complètement bizarre cette histoire. Mais quand vous Donc, arrivez là-bas, ils sont au courant de votre venue? On les avait prévenus et ou ben non. pas du tout? En fait, figure-toi que c'est pour ça qu'on nous a fait poireauter 1 heure, parce qu'on apprendra après qu'en fait, on nous a dit: «On a 2 suspects sur les 3 qui se sont présentés d'eux-mêmes à nous». On n'était pas encore informés par le parquet de Rouen qu'une procédure était ouverte, tout simplement parce que le CHU n'avait pas encore fait le signalement. Ils attendaient d'autres retours d'examen de notre fils avant de faire le signalement,
Par contre, je pense qu'au vu du contexte de l'histoire d'Erwan et de la gravité de ce qu'il avait, le CHU nous a demandé d'ores et déjà d'aller porter plainte contre X. Il fallait de toute façon Oui. ouvrir une enquête. Mais l'enquête, elle est censée arriver de plus haut. C'est le procureur, en fait, qui après réception du signalement, lance l'enquête. Donc si tu veux, on a fait gagner du temps à l'enquête en faisant ça, sauf qu'on les a pris un peu au dépourvu parce qu'ils nous ont vraiment accueillis comme 2 suspects sur les 3. Donc nous, on pensait être les parents d'Erwan qui venaient déposer plainte et en fait, moi, je me suis retrouvée à être entendue pendant 4 heures par la directrice de la brigade des mineurs qui vraiment enfin, moi, il y a eu un avant-après entretien. Là, je crois que c'est une peluche, il y a pas de poupon comme ça à l'époque, mais en tout cas, je pense qu'elle a compris que j'étais dans une sorte de déni et elle m'a secoué très, très fort une peluche devant moi. Franchement, ça m'a retourné l'estomac, j'ai cru que j'allais m'effondrer parce que là, j'ai assimilé que ce que je voyais sous mes yeux, c'était potentiellement ce qu'avait subi mon fils. L'information, elle était trop violente. C'était trop, trop, trop violent et puis du coup, moi, j'étais persuadée, pour te dire, hein, j'étais persuadée que c'était certainement moi qui avais fait quelque chose de mal en le faisant rôter, en jouant avec lui. Enfin, je pouvais tellement pas concevoir que quelqu'un d'autre qui venait de commencer à garder mon enfant ait fait du mal, qu'il fallait absolument que ce soit moi la fautive. Donc j'étais vraiment, enfin, dans un truc un peu bizarre. Après forcément, on me posait plein de questions sur mon mari. Mmh. Moi, je le pensais forcément incapable d'avoir mis autant de violence, mais encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je savais, sur ce que j'avais pas fait, mais j'étais pas là tout le temps donc bah, tu essayes d'expliquer notre contexte familial, enfin et de me dire aussi, vu ses réactions à chaud depuis 2 jours, s'il avait fait quelque chose, il l'aurait dit. Enfin, si Oui. c'était pour sauver la vie de son petit garçon, Tu pas à douter de ce qu'il t'a dit, bah, non. à Enfin, aucun puis moment? moi, j'ai eu besoin à chaud de lui dire: «Est-ce qu'il est tombé? Tu m'as pas dit un truc ou ton fils?» Enfin, ça, forcément, j'ai eu besoin d'en parler. Mais là, on parle de enfin, le geste qu'on m'a mimé, je me suis dit: «Ça, c'est pas possible. En tout cas, il a pas pu faire ça et pourquoi il aurait fait ça?» Enfin, clairement, enfin Oui. À quel moment on en arrive là, quoi? bah, Enfin, déjà, de manière générale, à quel moment on en arrive là? ouais. Même si force est de constater que ça arrive quand même beaucoup trop souvent. Mais je me dis, dans notre contexte à nous, ça faisait plus de 6 mois qu'on était restés avec le petit. Donc le papa 3 mois, il a repris le travail et moi, du coup, on tous 6 mois avec lui. Pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça? Enfin, il y a rien qui faisait sens, honnêtement, donc c'est pour ça que très vite, j'ai même jamais soupçonné mon mari, en fait, au final, parce que tu as toujours une petite voix quand même qui te dit: «Et si jamais? Et si jamais?» Ça arrive de temps en temps que cette voix-là revienne tant que tu as pas d'aveu. C'est même sain, j'ai envie de te dire, que tu te questionnes tout le temps. Mais en fait, ce que j'étais sûre, c'est qu'il pouvait pas vivre, sainement comme ça, en ayant fait ça et sans le dire. Parce que je l'ai vu passer par des phases, parce que lui, comme il a compris très vite que possiblement c'était chez l'assistante maternelle que s'était passé quelque chose, ça pareil, moi pour un peu le protéger, à ce moment-là, je dis rien à la police. Alors que là, je me suis dit: «Là, va falloir qu'on menotte mon mari pour pas qu'il aille tuer lui-même quelqu'un». Mais ça, tu vois, tu as peur de le dire sur le moment parce que je me dis au contraire, enfin, si déjà on nous soupçonne un peu, je voudrais pas Ouais. qu'ils enferment mon mari. Mais moi, à côté, j'avais quand même prévenu mon père et mes beaux-frères en disant: «Attention, je crois qu'il va falloir vraiment qu'on fasse, corps», parce que même moi, je sentais que j'étais focus sur mon petit garçon, mais en fait, je me dis là, je commençais à avoir l'envie de me dire en fait, plus l'idée arrivait que peut-être on avait fait du mal à mon fils, plus la haine commençait à grandir en moi. Sauf que lui, en fait, il avait compris bien avant moi et c'était ça qui était un peu difficile à Oui. gérer. Vous n'en Mais étiez pas j'osais au même stade de non. de colère et Bah, c'est ce qui nous a permis vraiment de tenir tous les 2 et d'accompagner notre fils, c'est qu'en fait, on a vécu des choses, extrêmement difficiles et douloureuses, heu, ensemble, individuellement, mais en fait jamais au plus bas tous les 2 en même temps. En fait, nos caractères sont déjà différents et se complètent bien et tu vois? Et dans un drame comme ça a été aussi notre force. Parce que, moi, comme je te dis, je suis vraiment beaucoup dans l'action, mais il y a un moment, en fait, où mon corps, il a vrillé à l'hôpital. Ils ont fait évacuer tout le monde et je me rappelle que je me suis pris des claques dans le visage par une infirmière et qui m'a dit: «Si vous vous ne ressaisissez pas, on va être obligé de vous hospitaliser, mais ce sera pas dans le même bâtiment qu'Arwan et vous ne pourrez pas le voir». Et en fait, là, je me suis dit: «Bon, il faut que je revienne», alors que lui était beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. En fait, lui était vraiment dans le besoin d'Erwan, alors qu'à l'intérieur de lui, il nourrissait une noirceur bien plus grande que la mienne, bien plus difficile à gérer. Mais ça, tu vois, auprès de la police, je voulais minimiser ça parce que c'est aujourd'hui avec du recul, je me dis: «En fait, on aurait dû le dire parce que c'est pas grave, c'est normal». Je pense que n'importe qui de sensé se dit: «Si on touche à mon enfant, je tue la personne qui a fait du mal à mon enfant». Mais en fait, à ce moment-là, entre le penser et le vivre, il y a une grosse différence et moi, à ce moment-là, je savais même pas si on allait le faire ou pas le faire. En fait, on attendait un peu de savoir comment Erwan, ça allait évoluer pour se dire enfin, c'est horrible, je vais te le dire comme on le pense, c'est-à-dire on l'abuse de quand, en fait? Qui le fait? Moi, comme mon mari avait déjà un fils, j'estimais que c'était à moi de le faire parce que du coup, lui, il avait son fils à s'occuper. On a eu des proches de la famille, enfin, on en est arrivé à avoir des discussions dans la première semaine à se dire: «Bah, vous avez la vie devant vous, nous, la vie, elle est
elle est déjà bien passée. S'il y a quelqu'un qui doit le faire, c'est moi qui vais le faire. Enfin, tu vois, je me dis avec du recul, je me dis: «Mais comment on a pu avoir ce type de discussion? Tu as ton bébé qui est en réanimation, tu sais qu'il est vivant, tu sais qu'il va rester handicapé à vie, donc il va avoir besoin de toi, mais en même temps, tu as tellement de haine et tu veux des explications, mais tout le monde te dit surtout: "Vous coupez tout contact, terminé"». Puis on dit: «Mais est-ce qu'elle a essayé de reprendre contact avec vous?» Je dis: «Bah non, effectivement, depuis le dernier message où je dis qu'il va y avoir une enquête, en fait, j'ai même pas eu un OK ou bisous à Erwan, rien du tout, Ouais, que dalle». silence radio, Silence radio. Et en fait, c'est là, moi, je me dis: «Mais je suis d'une stupidité sans nom». Je me dis: J'ai pas compris, j'ai pas vu, en fait, il y avait plein de signaux alarmants, elle voulait déjà pas le garder, mais je me dis: j'aurais jamais imaginé qu'elle lui ferait du mal». Enfin, en fait, si tu veux, moi, c'est de ma faute. Dès ce moment-là, c'est de ma faute. Je l'ai pas protégé, j'ai pas su comprendre les signaux, qu'est-ce qu'il a vécu pendant que moi, j'étais repartie travailler? Enfin, tu vois, en fait, vraiment, je crois que c'est plus facile à vivre pour moi en me responsabilisant de la situation. Je sais que c'est pas moi qui l'ai secoué. Par contre, j'estime que c'est de ma faute si on en est arrivé là et du coup, ça me permet d'avoir plus de haine envers moi qu'envers elle et de pas passer à l'acte. Enfin, c'est c'est fou, dur, donc hein. après, il faut tout un travail pour s'en remettre, mais et puis, bah, là, l'hôpital, donc notre fils, écoute, bah, son œil, une fois la pression intracrânienne retirée, son œil se remet bien. Au bout de je sais pas 24-48 heures, il y avait une oreille où il entendait plus bien, donc on lui faisait faire plein d'exercices et là, on voit qu'il retourne bien la tête, il nous suit du regard, il sourit, il remange. Là, tu te dis: «Waouh, Ouais, là, tu tu as souffles. retrouvé un bébé», donc on dit: «Il va être handicapé à vie», mais en même temps, quand tu le regardes, à part qu'il est balafré maintenant un peu partout, petit père, mais tu te dis: «Il a l'œil coquin», enfin, moi, ça me porte, hein, ça c'est ça qui m'a tenue debout et Oui, vivante tu pendant vois longtemps. l'évolution dans le bon sens. Ouais et je me dis: «Et comme quoi il y avait vraiment quelque chose qui allait pas bien» parce que je l'avais pas vu comme ça, bah, depuis que j'avais repris, enfin, pas depuis que j'ai repris le travail, mais depuis vraiment le début du mois où il avait vraiment commencé une garde ailleurs, quoi. Et le CHU nous dit: «Bah, du coup, vous avez porté plainte effectivement, par contre, nous, il y a quand même un signalement qui est effectué et dans ce cas de figure, le temps que l'enquête avance, ça peut arriver, qu'une ordonnance de placement provisoire, soit décidée par le procureur de la République». Donc on place ton enfant Bah, ailleurs, le ouais, temps c'est de ça, tu vois? Moi, pour moi, il est à l'hôpital, donc je me dis, enfin, OK, enfin, comment ça, une ordonnance de placement provisoire? Enfin, en fait, je suis tellement, naïve que je me dis: «Mais enfin, de quoi on me parle?» Et là, très vite, on me dit: «Bah, le temps que l'affaire avance, dans un besoin de protéger votre enfant puisqu'on ne sait pas où ça s'est passé et avec qui», donc chose que moi, je commençais à intégrer. Je comprenais d'être suspecte, mais je me disais: «Bah, tant mieux. Plus vite ils vont me suspecter, s'intéresser à moi, plus vite on va passer à autre chose, si tu veux». C'est vraiment comme ça que je le vivais. Très naïvement, d'ailleurs. Et là, ordonnance de placement provisoire, bon et puis les jours passent, on est reçus parce que je pense qu'ils se rendent bien compte que la mère, elle imprègne pas trop, ce qu'on lui dit. Nous, on est là H24, on nous a juste demandé de rentrer dormir chez nous le soir parce que les chambres étaient pas du tout adaptées. Puis on avait commencé des traitements avec mon mari d'anxiolytiques à ce moment-là, donc on restait jusqu'à temps qu'il s'endorme, on rentrait dormir quelques heures à la maison et on revenait le matin de bonne heure. Et là, du coup, on me dit: «Est-ce que vous comprenez du coup que là, c'est sûr maintenant, il va y avoir une ordonnance de placement provisoire et donc votre fils va certainement aller dans une famille d'accueil». Et là, ils ont appuyé sur un bouton où je me suis transformée en lionne directement en me disant: «Famille d'accueil? Jamais de la vie». Je me dis: «Je l'ai gardé 6 mois, elle allait très bien. Je le confie à peine 10 jours à une assistante maternelle, je le retrouve entre la vie et la mort et là, il vient de subir un truc horrible, une intervention chirurgicale, une anesthésie générale, il est abîmé de partout, il y a des soins à faire, on va le mettre dans une famille d'accueil». Enfin, donc là, c'était mon premier combat, trouver un avocat, faire tout ce qu'il fallait, mais que ce soit pas une famille d'accueil. Donc on a voulu un tiers digne de confiance. En famille, on a 2 personnes qui se sont proposées, 2 couples. Les 2 couples, ça a été refusé. Parce que du coup, comme on ne savait pas qui avait maltraité Erwan, ils ne voulaient pas le confier à quelqu'un de la famille. Donc je me dis: «Non mais aberrant, on a des solutions qui sont géniales». Mais moi, je m'engageais à ne pas aller le voir pendant ce temps-là. Est-ce que j'aurais réussi? Je ne sais pas, mais on peut faire des visios, on peut faire plein de choses Mmh. et du coup, le tiers digne de confiance s'est refusé. Par contre, on me dit: «La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il va être placé en pouponnière». Donc moi, je me dis: «Écoute, c'est une bonne nouvelle». C'est pas du tout une bonne nouvelle, mais je me dis: «Au moins, c'est pas une famille d'accueil». Et en fait, ce qui a joué en notre faveur, c'est qu'il y avait déjà quand même un peu d'enquête sociale qui avait été faite et en fait, elle était assez large, l'ordonnance de placement provisoire et elle nous a donné l'autorisation de voir notre fils 1 heure et demie par jour. Il y avait rien de prévu, ni pour les grands-parents, ni pour son frère et cetera, mais nous, on me dit: «Bon, bah, la priorité, c'est quand même son frère». Il est venu le voir une fois à l'hôpital, on voulait pas parler de maltraitance et cetera, mais fallait qu'il voie son frère, fallait qu'il voie qu'il était vivant et que ça allait. Il avait encore une fois à peine 7 ans, enfin non, il avait déjà eu 7 ans, pardon, donc c'était assez impressionnant à voir. Mais là, comment on va lui justifier que son petit frère est pas à la maison? Enfin, donc on avait parlé d'une maison de repos et cetera, mais on avait dit: «Il nous faut absolument une rencontre avec son frère». Donc on arrive à valider ça
Et puis, en fait, le week-end, là-bas, c'est fermé. Et moi, j'ai dit: «Attendez, moi, j'ai une ordonnance de placement provisoire qui dit que j'ai le droit de le voir 1 heure et demie par jour. Vous vous débrouillez comme vous voulez, mais je dois le voir». Donc, grâce à ça, l'avocate s'en mêle et tout ça et on a le droit de le sortir 3 heures de la pouponnière. Interdiction de le ramener à domicile, mais comme à proximité de la pouponnière, on avait des membres de la famille, donc on appelle les grands-parents, les tontons, tatas, on va chercher son frère. Enfin, on fait une petite fête un dimanche après-midi, que tout le monde le voit aussi pour être rassuré. Parce que nous, on avait beau dire: «Erwan, ça a l'air d'aller. Bon, la cicatrice, elle est vilaine, mais lui, il va bien. Enfin, il a pas l'air, traumatisé». Enfin, je pense qu'on essayait aussi de se convaincre un peu de ça, De mais se il rassurer. avait pas l'air d'être traumatisé d'être là-bas. Alors nous, je te parle même pas dans quel état on était. Et donc on arrive du coup à faire, profiter de notre fils toute la famille et on sait que, très rapidement on va passer devant un juge parce que c'est fait comme ça en France, c'est que tu as entre 8 et 15 jours, une fois qu'il y a une ordonnance de placement Ah oui. provisoire de donner, pour passer devant un juge et là clairement moi je me disais: «C'est cette audience où se joue ma vie». Soit ils vont maintenir le placement de mon bébé et après tu te dis: «Bah, c'est dramatique, ça peut durer très, très, très longtemps» ou alors je peux le récupérer et puis on prend un autre virage, quoi. Et alors ça doit être, interminable ces jours-là d'attente, même si c'est quand même rapide, pour un jugement, Bah, écoute, qu'est-ce qui se passe là, déjà entre toi et ton conjoint? Est-ce c'est que horrible. vous en discutez? Vous êtes, Bah, en fait, tu avais une vie normale. D'un coup, c'est branle-bas de combat à l'hôpital, il va peut-être mourir, et puis boum, quelques heures après, il est sauvé, mais il va rester handicapé à vie. Puis une semaine après, bah, il va être placé, puis là, il est et oui. là, en fait, tu peux plus aller à l'hôpital. Parce que tu vois, en fait, quand il est pas à la maison parce qu'il est à l'hôpital, c'est enfin, c'est pas que c'est pas très grave, mais il est pas à la maison, mais tu sais où il est. Que là, en fait, tu as beau savoir où il est, mais déjà, c'est pas normal, déjà. Alors l'hôpital, ça l'était pas non plus, mais les mots sont difficiles à trouver, mais là, il y a un truc qui est différent parce que tu dis: «Attends, il y a 15 jours, ma vie, j'avais des petits soucis futiles de monsieur et madame tout le monde et là, en fait, je dois attendre demain à telle heure pour aller voir mon bébé parce que j'ai pas le droit d'aller le voir avant» et là, franchement, je j'ai pas trop d'adjectifs qualificatifs et puis je sais pas si ça vaut le coup de s'attarder là-dessus, mais c'était dur, c'était très, très dur et heureusement, on était très bien entourés et ils ont respecté les moments où on avait besoin d'être seuls et en colère, ou les moments où justement, il valait mieux qu'on soit entourés parce que la colère, tu sais pas ce qu'elle peut te faire faire. Ou le fait d'avoir eu enfin moi, il y a un soir, je me suis vidé une bouteille de vin parce que je me suis dit, j'avais envie de boire, puis en fait, j'ai bu un verre et j'ai bu la bouteille parce que je me suis dit: «En fait, j'en peux plus, c'est trop dur. C'est trop dur» et puis je me dis: «En fait, c'est pas normal que mon fils soit là-bas et qu'elle, elle dorme dans son lit à côté de son mari». Tu sais, moi, c'est ça, ce qui me rendait folle. Je me dis: «Je sais où elle habite, c'est pas très loin de chez moi, c'est même plus près que le lieu de placement et elle, elle peut dormir dans les bras de son mari si ça va pas, alors que moi, si mon fils, il pleure, je peux même pas être là pour le prendre dans mes bras», tu vois? Et ça, waouh, c'était hard. Je pensais que c'était assez loin, mais non, c'est encore assez vif quand même et ça, c'était dur. C'était dur, merci. C'était dur à vivre et puis surtout, bah, à ce moment-là, la noirceur a Oui, puis ça paraît tellement injuste en fait. Toi, tu as juste ouais. envie d'avoir des réponses, d'avoir même ton bébé contre toi et Bah, puis, en fait, tu veux t'occuper de lui, c'est notre raison de vivre. Enfin, on est ses parents, tu puis il est vois? si petit encore, Bah, ouais et puis il a du matériel interne aussi. Enfin, tu vois, il y a alors déjà, il y a toute la gravité de ce qui s'est passé, même si moi encore à ce moment-là, tu vois, j'ai conscience des choses, mais la nuit, j'arrive pas à dormir, je me suis farci les 300 pages des recommandations de la Haute Autorité de Santé en matière de syndrome du bébé secoué et puis c'est imbuvable et puis je comprends pas, puis je me dis: «Mais si ça se trouve, c'est une maladie» et puis ils ont pas trouvé ce que c'était et puis en plus, dans le même temps, si tu veux, comme mon fils est placé, je fais des recherches sur internet. Sur le syndrome du bébé secoué, je trouve quasi rien. Par contre, sur les placements d'enfants, mon Dieu, je trouve des trucs horribles. J'ai même des gens au téléphone d'autres associations et en gros, enfin, c'est le méchant système qui se trompe tout le temps et qui nous retire nos enfants. Puis forcément, tu as envie d'y croire parce que tu es en train de le subir. Donc moi, vraiment, je raccroche de ces appels-là en me disant: «Mais en fait, mon fils, non, il a pas été secoué. C'est un problème de coagulation, un problème de je ne sais quoi». Enfin, il faut que je relise encore plein d'éléments, que je rappelle l'hôpital alors qu'il y est même plus, mais j'ai besoin qu'on me réexplique les choses parce que je suis dans un rejet du diagnostic et que gravitent autour de moi à ce moment-là, dans le cadre du placement, des gens qui ont tendance justement à me faire réveiller de la colère et rejeter le diagnostic. Et puis, arrive une journée de début octobre où on passe devant le juge et où en fait, nous, on a pu constater que notre fils, en fait, ne pouvait pas avoir ses vêtements parce qu'il y avait des protocoles, tu sais, d'hygiène, Mmh. par rapport aux vêtements et cetera, donc il avait pas de body. On parle d'un bébé, tu vois, qui avait une cicatrice avec 12 points de suture ici et en fait, il n'avait pas de vêtements adaptés à sa taille, à la pouponnière. Il avait pas de body, ce qui fait que je retrouve lors d'une visite mon bébé avec une salopette, pardon, en maille côtelée, sans
sans, body en dessous. Donc le frottement, je regarde, je fais une photo. Il y avait quelqu'un du coup de l'ASE qui était là, on n'avait pas le droit de le voir sans présence. Je fais constater en disant: «Mais qu'est-ce que c'est que ce scandale?» Il était arrivé il y a quelques jours, la cicatrice, elle était très belle, on s'en est occupé avec les professionnels médicaux à l'hôpital. Là, qu'est-ce que c'est de ça? Et en fait, c'était en train de s'infecter et dis-toi qu'on a réussi avec notre avocate à faire sortir notre fils de la pouponnière en soulignant que quand je m'occupais de lui, il allait très bien, je le confie à quelqu'un, il a failli mourir. Quand je m'occupe de lui à l'hôpital avec les professionnels, enfin, je dis «je» avec mon mari, mais tu vois, c'est moi qui prenais Oui. parole, il va bien et tout ça et là, on nous le retire et en fait, là, enfin, limite, on pouvait les accuser de manquement de soins. Donc il y avait plein d'explications: «Bah oui, mais les protocoles, c'est 2 semaines, tous les vêtements que vous avez ramenés, on n'a pas le droit de lui mettre». Enfin, à quelle heure tu laisses un bébé sans body? Donc bah, du coup, on peut récupérer notre fils comme ça, mais avec une mesure éducative à domicile. Donc moi, je dis: «OK, faites, pas de problème. Moi, tant qu'il est chez moi, ramène-moi qui tu veux à la main, il y a pas de souci, j'ai rien à cacher, quoi». Il y a quelqu'un qui venait chez toi pour vérifier tous les jours, Alors non, 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 en fait, si tu veux, on t'annonce ça début octobre. En fait, ça prend effet que début décembre, donc il se reste 2 mois où tu es livré à toi-même. Dans l'entrefaite, une semaine après, bah, les cicatrices de mon fils ont amené et de la fièvre inexpliquée et cetera, donc branle-bas de combat, il a fallu le ramener à l'hôpital. Ils lui ont fait une ponction lombaire et cetera parce qu'ils suspectaient une méningite bactérienne. Donc là, moi, je me suis dit: «Je vais le perdre, c'est obligé, je vais perdre mon fils». Enfin, donc là, on était justement le 14 octobre, un mois pile après son opération. Il était rentré que quelques jours à la maison et là, moi, je me dis: «Je vais le perdre». Moi, enfin, vraiment, là, ça a été une semaine d'hospitalisation hyper compliquée. En fait, il s'avère que c'était pas ça, c'était une fièvre inexpliquée, mais là, au moins aussi, en tant que mère, on a pu m'expliquer comment prendre soin de sa dérivation. Parce que c'est pas moi qui ai sorti mon fils de l'hôpital, c'est l'aide sociale à l'enfance. Nous, on n'a plus le droit d'y toucher. On nous parlait du placement, on nous parlait du fax, mais en fait, le jour où le document est faxé par le tribunal à l'hôpital, tu plus de droit de toucher ton bébé. Tu es dans la même pièce, c'est le même bébé, le même lit, les mêmes doudous. Tu ne peux plus toucher ton bébé. Et c'est 2 nanas que tu n'as jamais vues que tu connais pas ni d'Ève ni d'Adam qui arrivent. Elles sont de l'aide sociale à l'enfance et elles emmènent ton bébé, tu peux même pas porter le cosy. Enfin, nous, on a voulu les suivre en voiture pour voir où elles partaient. Enfin, c'est impensable, tu vois, on avait envisagé même de se barrer. On s'est dit: «Bah, s'il va bien, on le cache et on s'en va, on fuit». Enfin, on avait des connaissances en Belgique, on les avait contactés, savoir s'ils pouvaient nous accueillir. Tu vois, en fait, on a voulu tuer des gens, on a voulu s'enfuir. Mais après, à chaque fois, tu sais, on revenait, on dit: «Non, non, non, ça va aller, ça va aller, ça va aller». Et puis, bah, en fait, si tu veux, ça va tellement pas que tu le récupères d'un lieu de placement parce qu'il y a des manquements de soins qui le reconduisent à l'hôpital encore. Et là, moi, il y a eu beaucoup trop de colère qui a commencé à arriver 1 mois après les faits. Là, j'ai compris qu'il avait été maltraité, vraiment, que c'était certainement elle ou quelqu'un chez elle, mais que je voulais des explications et que, qu'est-ce que nous fait le système français? Enfin, je voulais bien entendre qu'on était suspect, ce qui me semblait plutôt sain. C'est normal, un bébé peut pas t'expliquer ce qui s'est passé. Mais là, je me disais: «À quel moment, nous, on subit autant?» Sachant que c'est pendant le placement de notre fils, c'est nous qui avons fait suspendre l'agrément de l'assistante maternelle. Il était toujours pas suspendu. Parce que comme l'enquête n'avançait pas, le dossier de notre fils était parti, en plus, nous, on est de Normandie, c'était parti à Marseille, à La Timone, en expertise médicale, pardon. Moi, je comprenais pas pourquoi ça part là-bas et en fait, c'est revenu qu'en début d'année 2018. Donc, tu vois, s'ils attendaient effectivement d'avoir tout ça, enfin, nous, on comprenait pas pourquoi c'était géré comme ça, c'était extrêmement long. Puis, tu as tout en même temps parce que tu as l'enquête judiciaire d'un côté, tu as la procédure plutôt, sociale avec le placement de notre fils. On te dit que les 2 sont distinctes, mais en fait, on continue à te mettre une mesure éducative parce que l'affaire judiciaire n'avance pas. Mmh. Donc en fait, déjà, il se passe 2 mois où moi, j'aurais eu besoin justement que quelqu'un m'aiguille, de la guidance parentale, enfin, des choses que je découvre aujourd'hui. J'avais pas tous ces termes-là à l'époque, mais tu es complètement meurtri, tu as envie de tuer des gens. Toi, tu te trouves raisonné, mais ton mari, tu as peur qu'il fasse une connerie. Puis tu as récupéré ton bébé, donc tu es contente, mais en attendant, ton bébé, c'est plus ton bébé parce que tu es en train de te réapprivoiser ton enfant. Le corps, c'est le même, mais c'est un corps qui est abîmé. Puis en fait, tu dis: «Son petit cerveau, il est abîmé», mais bah, tu sais pas comment. Enfin, tu te dis: «Il va grandir, avec des séquelles», mais quoi comme séquelles, tu sais pas. Enfin, tu as besoin d'aide, hein. Clairement, tu as besoin d'être aidé. Et justement, est-ce que quelqu'un t'en propose à ce moment-là, Non, il y a pas moi, je suis allée, si tu veux, voir une psychologue de moi-même parce que c'était proposé dans la maternité où j'avais accouché. Donc j'y suis allée très vite parce que c'est le médecin traitant qui nous avait prescrit des anxiolytiques. Mais déjà, moi, j'étais dans une optique de me dire: «Je veux pas prendre de médicaments, enfin, je veux être moi-même». En plus, une fois que tu Mmh. récupères ton bébé, je voulais vraiment être moi-même, sauf que c'était dur sans traitement. Donc la psychologue, elle m'a bien aidée, mais sinon, non, pour enfin, je veux dire les victimes. Justement, on n'est pas considéré comme victime à ce moment-là, mais nous, il y a rien qui est fait. Ce qui fait que si tu veux, si on n'avait pas eu l'entourage, qu'on a qui nous a tenus debout,
Aujourd'hui, je te tiendrai pas le même discours. Aujourd'hui, je pense que au moins l'assistante maternelle serait morte, pourquoi pas le reste de sa famille et que mon mari serait en prison, si ce serait pas jeté dans la Seine après. Parce que, il y a rien qui est fait pour t'empêcher de faire une connerie et en plus, tu sens qu'on commence à t'accuser toi. C'est ça. Tu vois bien qu'ils ont pas plus de preuves contre toi qu'entre elles, mais tu dis: «C'est même pas normal». Enfin, c'est pas logique d'être accusé comme ça. Tu que l'enquête, ça va aller plus vite et que plus vite, ils vont comprendre les choses. Donc on nous dit: «Oui, il y a beaucoup d'éléments d'enquête qui tendent à penser que c'est arrivé au domicile de l'assistante maternelle». OK, bah, continuez, quoi. Mais tu es tenu au courant quand même, tout le long de l'enquête de ce qui se passe? Pas du tout? Non. Moi, je les ai harcelés au début jusqu'à temps qu'ils commencent à, m'envoyer promener, me demander d'arrêter d'appeler. L'enquête, en plus, on ne l'apprend que plus tard, mais elle est très mal prise en charge. En fait, déjà, nous, on arrive d'abord, ils sont pas encore au courant. On tombe sur une période où, en fait, au niveau des magistrats, il y a du coup des femmes, il y a des congés maternité, ils sont sous-effectifs. On nous dit aussi quelques années après, que comme Erwan était vivant, c'était pas une priorité, ce qui en soi peut se comprendre. Sauf qu'en fait, il y a un changement de magistrat, courant 2018. Donc on est, pour te dire, mon fils a même subi une deuxième opération en mars et en fait, c'est, début mai qu'on nous reconvoque à la gendarmerie, à la brigade des mineurs, pardon. Donc moi, jusqu'à maintenant, j'ai été entendue une fois 4 heures, la fameuse où on m'a expliqué et où il y avait un suspect sur les 3 qui venaient. J'avais pas encore pu être entendue vraiment. On les appelle, on se renseigne, mais même l'avocate a pas d'infos. Et là, du coup, en fait, c'est 2 policiers en civil qui viennent à la maison avec juste, tu sais, le petit truc police là sur le Brassard, hein. bras, ouais, brassard, merci. C'est impressionnant. J'ai mon bébé dans les bras, et mon mari est au boulot parce que lui a repris le travail très vite, il avait besoin de s'occuper. Moi, j'avais besoin d'être complètement avec mon fils, mais lui complètement de s'occuper. Et là, en fait, on me dit: «C'est lui le petit, qui a été secoué?» Alors je dis: «Oui, tout à fait», donc plein de bouclettes blondes, des grands yeux bleus, très sourire, enfin, c'est encore une fois, c'est une maltraitance sournoise et parce que le cerveau l'est endommagé, mais physiquement, en plus, quand les cheveux repoussent, les cicatrices, tu les vois pas. Une petite gueule d'amour, comme on dit chez nous, tu t'imagines pas que c'est un enfant qui a des séquelles cérébrales et qui a été maltraité de la sorte. Et en fait, ils me disent: «Bah, écoutez, on a eu un retour de l'expertise médicale». Je me dis: «Enfin, alléluia, il serait temps». Et il me dit: «Bah, dans ce cadre-là, on aimerait vous entendre». Et très gentiment, un des 2 policiers me dit: «Prévoyez de faire garder les enfants pour une durée indéterminée». Et là, le Oui. coup dans ma tête, c'est très clair. Il me donne la convocation, je regarde la date et je lui dis: «Bah, écoutez», je lui dis: «En fait», donc c'était, je sais plus, genre 10 jours après. Je lui dis: «En fait, là, on va fêter le baptême de mon fils, mes 30 ans et on se marie». On avait décidé tout ça, dans la période de noirceur. On s'était dit, «Si Arwan s'en sort, si on s'en sort», enfin, tout on a voulu nourrir un projet positif, si tu veux, à ce moment-là, puis aussi remercier tous les gens, des collègues de boulot, enfin, même par des petites attentions, mais les gens qui ont pu être présents pour nous ou même tu des gens qui voulaient mettre leur vie en pause pour accueillir notre fils chez lui, enfin chez eux, pour éviter qu'il soit placé. Oui, Tout ça, tu te dis: c'est «Faut beau, hein, remercier cet élan d'amour», tu bien vois? sûr. De se rendre compte que parfois on est très bien entouré. Et là, je me rappelle le flic qui me regarde assez surpris, «Vous vous mariez?» Enfin, je lui dis: «Oui, on se marie», bah, là, c'était prévu du coup le 28 avril, la veille de mes 30 ans. Et puis du coup, ils acceptent de décaler le rendez-vous de 2 jours. Ça nous laisse le temps de se marier et on avait prévu une sortie de quelques jours en famille juste après. Donc je me dis: «Plutôt sympa». Le gars, mon mari, il me dit: «Mais non, il y aura pas de garde à vue». Je dis: «Écoute, ils m'ont dit de prévoir de faire garder les enfants». J'ai Par contre, on est toujours sous le coup d'une mesure éducative. J'appelle l'avocate tout de suite parce que si les 2 parents sont en garde à vue, ça veut dire placement d'urgence. Et là, on a eu le temps de mieux préparer les choses avec une meilleure demande. Et là, mes parents se sont à nouveau proposés comme tiers digne de confiance, au cas où, mais en tout cas, les papiers étaient faits. Et le tribunal, par principe, avait accepté. Donc, on est allé là-bas à 14 heures. À 14h02, on nous disait nos droits pour dire qu'effectivement, on était en garde à vue. Mais j'y allais en me disant: «Je sais où est mon fils». Et moi, encore une fois, je me suis dit: «Faites-moi endurer tout ce que vous voulez, tant qu'elle, elle endure la même chose derrière et qu'elle finit par cracher ce qui s'est passé». Moi, vraiment, enfin, j'avais un mental de forcément, faire de la garde à vue, ça m'était jamais arrivé de ma vie, donc il y avait aussi ce côté petite fille en moi apeurée, mais mon mari m'avait un peu briefé, il m'avait dit: «Bon, attention», alors parce qu'on avait déjà fait auparavant, et il m'avait dit: «Tu vas voir, ils vont te proposer une petite couverture, ça gratte un peu, c'est sale, la mets pas trop sur toi, garde ton manteau». Mais au début, tu es dans un bureau, en fait, à discuter avec eux, donc tu te rends pas trop compte que tu es en garde à vue. Par contre, là où tu te redemandes: «Mais comment c'est possible d'en être arrivé là, de vivre ça?» c'est qu'après, tu dois signer des documents où il y a ton nom et à côté, c'est écrit violence sur mineur de moins de 15 ans. Je me dis: «Ouais, c'est hard», donc tu signes les documents, de toute façon, tu as pas le choix, tu as beau garder un bon mental, tu te dis: «Ouais, ça fait quand même bizarre».
là où j'arrive, ça pue, c'est dégueu, ça sent le pipi, enfin, moi, j'ai qu'une trouille, c'est d'être mélangée à des gens, tu vois? Je sais pas. Moi, tu sais, Oui. je m'étais j'avais juste vu une petite gendarmerie de la campagne où j'ai grandi avec un truc en bois. Enfin, je sais pas, je m'étais imaginé ça. Là, c'est pas ça du tout. On est, dans la grosse agglomération de Rouen. C'est dans les sous-sols, c'est des geôles, il y a pas de lumière du jour, il y a que dalle. Ça pue l'urine et là, enfin, je suis choquée et surtout, on me dit: «Bah, on va faire venir une femme», parce que là, il y avait que des hommes pour fouille et cetera machin, enfin et faut Ah ouais, retirer les carrément. lacets des chaussures. Bah, là, en fait, moi, j'avais pas du tout compris comment ça allait se passer parce que c'est encore une fois, je te dis, c'est là où je m'estime un peu naïve et stupide, c'est que je me dis, notre fils, il a été placé, on nous l'a rendu, donc c'est qu'ils estiment quand même qu'on n'a rien fait de grave. Moi, être en garde à vue, j'ai pensé qu'on allait me garder plus longtemps dans un bureau. J Si tu veux, sur le moment, je voyais pas ça comme vraiment, bah, comme tu peux voir dans les films, d'être enfermé dans une cellule derrière une grille. J je voyais pas ça possible parce que je me disais: «Au stade où on en est, ça fait plusieurs mois, enfin, on a déjà été entendus, il y a eu des enquêtes, on est au contact de l'ASE». Mmh. L'ASE, en plus, quand on discutait avec eux, on sentait bien, si tu veux, qu'ils pouvaient pas savoir qui avait secoué notre Oui. fils, mais ils attestaient d'un lien sécure entre le petit, autant avec son père et sa mère, enfin et en fait, là, si tu veux, donc on me fait me déshabiller. Il me fallait juste que je garde ma petite culotte. J'ai dû retirer les lacets de mes chaussures et en fait, bah, du coup, je suis toute nue, je me tourne pour être face au mur et puis je me dis: «Bah, au pire des cas, on verra que mes fesses, quoi» et en fait, je me rappelle que je me tenais les seins dans les mains et en fait, j'ai eu un moment de dégoût de me dire: «Je suis toute nue, je me tiens mes seins m'ont jamais semblé aussi petits dans mes mains». J'ai l'impression d'être une moins que rien, tu vois? Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fais là? Ça pue, c'est crado, je devrais pas être là». Tu vois? C'est vraiment un élément de plus où je me suis dit: «C'est pas normal que je vive ça, je devrais pas vivre tout ça», enfin et puis là, je me suis dit: «Attention Marie, te laisse pas aller à ça parce que sinon ça va pas le faire». Donc j'essaye de me ressaisir et puis surtout, à ce moment-là, je le sais pas encore, mais ça va durer 26 heures. J'ai fait 26 heures de garde à vue. Alors cumulé aux 4 premières heures, du coup, en tout dans le dossier, ils considèrent qu'il y a eu 30 heures d'entente. Mais en fait, tu très peu entendu, hein. On discute avec toi 1 heure ou 2, puis après, bah, on te fait patienter pendant des heures et des heures. C'est le but justement, c'est de Oui, voir, de te mettre dans des de te mauvaises faire craquer, conditions. si, tu dois, Ouais, c'est dire ça. quelque chose, quoi. Très honnêtement, dans des affaires comme ça, je vois pas l'intérêt de faire de la garde à vue. Même à elle, c'est trop tard, en fait, à un moment. C'est à chaud. À chaud, ils auraient dû tous nous coller en garde à vue, tu vois? Enfin, on dit toujours: «Faut battre le fer tant qu'il est chaud», mais c'est vrai. Si tu es pour infliger autant d'horreur et de souffrance à une famille, parce que moi, c'est vraiment comme ça que je le considère aujourd'hui, on a vécu de l'horreur et de la souffrance, faut que ça ait du sens et faut que ça fasse avancer le schmilblick. Là, ça n'a servi à rien. Nous retirer notre fils pendant 13 jours, j'estime que c'était un placement de confort. En plus, il a été placé dans un environnement où ça a eu d'autres incidences, médicales pour lui. Ensuite, tu vois, on nous met un suivi à domicile. Le suivi à domicile, il a duré jusqu'à l'été 2019. Ça a duré plus de 20 mois. Il aura fallu attendre un changement de juge pour qu'on nous dise: «Vous avez déjà bien assez souffert, on va arrêter». L'ASE faisait des demandes à faire une main levée de ce suivi, mais le tribunal allait pas dans ce sens-là. Au bout d'un moment, tu te dis enfin, c'est grossier, mais tu te dis: «Merde, quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce qu'on met en prison la bonne personne? Quand est-ce que mon fils il va pouvoir être vengé?» parce qu'à côté, tu as toujours toi ton envie de vengeance. Donc en fait, t'attends que la justice elle fasse quelque chose parce que tu te dis: «À un moment, tu vas vriller. À un moment, tu vas vriller, c'est obligé. S'ils font pas le nécessaire, tu vas le faire» et puis en plus, moi, je me disais: «Bah, c'est mon mari qui va finir par péter un plomb». Parce que nous, ça se dégrade aussi au début, tu sais, tu es maintenu par, «Il est vivant, ça va aller», mais après ça tient pas très longtemps, après ça Non. rechute. Tu as des nouvelles, ils te parlent d'elle, ces policiers-là, pendant cette garde à vue? Est-ce qu'on te parle de cette femme? Moi, je questionne. Je questionne beaucoup de savoir alors l'expertise médicale, déjà on Oui. veut pas me Est-ce la que vous l'avez présenter vue? Est-ce que tu et sais s'ils la ben, voient? on me dit qu'elle a été reçue au mois de février. Donc il est secoué et sauvé sur la période de septembre 2017. L'expertise, médicale, elle part à la timone, elle met des mois à revenir et elle l'a entendue que courant février 2018. Impensable. Déjà, nous, on a fait en sorte de lui faire suspendre son agrément. Elle le recouvrait fin janvier. Je crois que c'est le 25 janvier qu'elle a récupéré. Donc déjà, moi, j'étais aussi dans l'optique de dire: «Il faut faire quelque chose, faut plus qu'elle garde de gosse». Enfin, Oui. on sait jamais, on sait jamais et en fait, là, alors je suis plus très sûre de ça, je sais plus si c'est à ce moment-là que je l'apprends, mais je crois comprendre qu'en plus, elle n'a pas fait de garde à vue. Alors je sais pas si c'est pour des raisons médicales ou que sais-je encore, mais et là, en fait, moi, la fin de ma garde à vue, elle est violente pour ça. C'est qu'en fait, je comprends que, bah, en fait, tout ce que je suis en train de vivre, on lui fait pas vivre la même chose elle. Donc là, après, tu sais, tu pas bien parce que tu te dis: «Ça a pas de sens, faut que tu t'occupes de ton enfant, on te fait confiance pour ça, autant au papa qu'à toi, mais en fait, les soupçons ont l'air de poser plus sur vous que sur elle». Enfin
Et puis on décide aussi après de changer d'avocat. Parce que là, l'avocate, effectivement, elle va leur prendre la tête beaucoup plus longtemps parce qu'on m'a laissée à moitié toute nue, mes petits seins dans les mains, alors qu'on s'en fout en fait. Au final, oui, c'était dégradant, oui, c'était écœurant, oui, quand elle est arrivée, j'étais en train de pleurer parce que je me sentais humiliée. Mais ça, c'était pas grave, c'était secondaire. On était là vraiment pour l'affaire de mon fils. Et bon, elle, à l'époque, tu vois, elle a fait son cheval de bataille de ça. Et moi, je me dis: «On perd du temps, en fait, on n'est pas là pour nous. Nous, notre tracas, on verra ça plus tard, en fait». Et puis on se dit: «Faut qu'on trouve en fait quelqu'un pour notre fils, c'est notre fils qui va avoir besoin d'un avocat». Jusqu'à maintenant, tu sens, on s'était mis dans la position, il faut qu'on se défende. Si on est accusé à tort de maltraitance, il faut qu'on se défende. Puis là, on se dit: «Attends, de toute façon, c'est complètement con. Pour le moment, de toute façon, on est mis en accusation de rien du tout». Il y a des soupçons, hein, bien sûr, mais on sort moi, j'ai dit à mon mari: «On saura se défendre au besoin. On peut prouver plein de choses et puis de toute façon, on sait ce qu'on a fait». Enfin, encore très naïvement, mais je veux dire, on sait ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait, on pourra le prouver. Je dis: «Par contre, lui, il va avoir besoin d'un avocat». Parce qu'on ne sait pas comment il va grandir, parce que du coup, il va se passer plein de choses. Puis moi, j'ai fait beaucoup de recherches sur le syndrome du bébé secoué depuis pour essayer de le comprendre. J'ai commencé à me rendre compte qu'on n'en parlait nulle part. Donc j'ouvre un compte Instagram à l'époque, parce que quand je tape syndrome du bébé secoué, il y a rien du tout. Donc je le fais anonymement, mais je crois que c'est à partir de décembre 2017, je mets un peu de prévention sur les réseaux sociaux. J'envoie des messages à plein de gens plus ou moins connus de l'époque, influenceurs, en disant: «Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous voulez bien en parler? Voilà, ça peut être grave», mais sans jamais dire, qui je suis, sans jamais montrer de photos de mon fils. Enfin, je Oui, commence à agir un petit peu à mon niveau comme ça à cette ouais. époque-là, tu Toi, vois? tu étais dans la démarche de il faut en parler, il faut, Ah faire de ouais. la prévention à fond pour plus que ça se reproduise, Bah, parce que je me dis: «Comment ça se fait que j'en ai jamais entendu parler?» ouais, déjà, Tu c'est sais, je me vrai. dis, ben, après avec du recul, on me dit: «Si, avant de te donner le carnet de santé à la maternité, ils disent plein de choses». Alors j'ai «Oui, effectivement, on t'a Oui, peut-être dit, enfin surtout secouez pas votre bébé», mais on te donne bon, tellement tellement de choses. d'infos. Donc peut-être qu'on me l'a dit, tu vois, pendant longtemps, j'ai dit: «Non», mais aujourd'hui, je suis moins sûre de moi. Par contre, ce qui est certain, tu vois, c'est que j'étais une maman de la génération d'Instagram. Pour les problèmes de RGO et cetera, j'ai trouvé plein, plein, plein d'infos qui m'ont aidée. Pendant mon congé parental, je me suis sentie moins seule et tout. Par contre, quand tu tapais syndrome du bébé secoué, il y avait rien, pas un hashtag, que dalle. À l'époque, du coup, de 2017. Et là, je me dis: «Bah, puisque, ce réseau-là pour la parentalité, il est quand même en plein essor, faut faire un truc aussi là-dessus, quoi». Puis moi, ça donnait du sens parce que je me dis: «Faut protéger des familles pour pas qu'elles vivent ce que nous on a vécu. Faut bien évidemment protéger des bébés». Et puis en fait, courant 2018, je m'étais rapprochée d'une asso, mais je voulais garder mon indépendance. Donc je gère mon petit compte Instagram. En même temps, je deviens bénévole d'une asso. Et puis, arrive le décès d'une petite fille à cause du syndrome du bébé secoué, une petite fille qui avait exactement le même âge que mon fils quand il est arrivé. La maman a le même prénom que moi et là, moi, à ce moment-là, ça me fait complètement vriller. Je me propose de rédiger un texte au nom de l'association pour les obsèques de cette petite fille. C'est pas moi qui y vais parce que j'habite trop loin, mais donc c'est la présidente de cette association-là qui y va. Et moi là, je crois que je mélange tout. Le fait d'avoir le même prénom que la maman, le fait que nos bébés, ils aient le même âge, là, c'est vraiment une grosse dépression qui va commencer, parce qu'il y a déjà eu la garde à vue, parce qu'il y a déjà eu le placement et en fait, je crois que là, je commence à accuser le coup et de me dire: «Mais c'est horrible ce qu'il a vécu, c'est horrible ce qu'on nous inflige» et je suis presque autant en colère contre le système français que contre l'assistante maternelle. Et en plus, il se passe pas grand-chose du coup, tout ce temps-là, en fait. Tu C'est toujours lent. pas de réponse, tu Ah non? toujours pas d'excuses ou de Alors, on n'a plus jamais eu de nouvelles de la nounou. Il a fallu faire des démarches administratives pour rompre le contrat. Moi, ça me semblait, impensable de lui faire un chèque, si tu veux, mais c'est à l'époque, je sais plus, c'est l'assistante sociale, enfin, je sais plus comment ça se passe, mais avec la ville, du coup, à laquelle elle est rattachée. On fait le nécessaire, on dit: «Nous, on ne peut pas dialoguer avec cette personne. Par contre, il y a un doudou, il y a des affaires de notre fils, il faut absolument qu'on les récupère». Donc on fait une lettre de licenciement, l'avocate nous calcule le montant, je fais le pire chèque de ma vie, mais de toute façon, tu as pas le choix parce que si tu le fais pas, après, elles peuvent t'attaquer au prud'homme et cetera. Donc là, l'idée, c'est de vraiment dire: «On doit être bien». Puis moi, en faisant le chèque, je me dis: «De toute façon, tu vas raquer pour mon fils un jour». Bon, si j'avais su, je lui règle un chèque quasiment rien parce qu'elle l'a pas gardé longtemps, hein. Je crois, sans te mentir, que c'était même pas 200 € le chèque à l'époque, hein, devait être 190 et quelques. J'avais gardé une copie pendant longtemps. Ça m'écorche le cœur vraiment de le faire, mais je me dis: «C'est pas grave, je vais te faire raquer pour mon fils parce que puisqu'il a la chance d'être vivant et qu'il va avoir besoin, tu vas lui payer ses études, tu vas tout lui payer». Je suis vraiment dans cette optique-là, tu vois? Et en fait, on reçoit une espèce de courrier à la noix, tapé à l'ordinateur, en se vouvoyant alors que c'est quand même des gens qu'on connaissait, qu'on tutoyait à la base, hein. Et on arrive à récupérer les affaires de notre fils en allant au fameux relais et nous, on leur dit: «Mais protégez les enfants, en fait». On a su plus tard, en fait, que les parents de la petite qui était gardée en même temps que notre fils avaient été entendus et qu'eux avaient rien de particulier à dire contre elle. Peut-être qu'eux aussi, ça les choquait pas que leur petite, elle soit devant la télé, tu vois? Moi, il y a des trucs qui m'ont déjà interpellée à l'époque parce mmh. que je voulais pas de ça pour mon enfant. Après, je sais qu'on n'a pas tous les mêmes critères et puis après, c'est pas de la maltraitance non plus de laisser un enfant dans alors c'est pas toute la journée, j'espère, mais
il y a des degrés, on va dire, à remettre. Elle avait 18 mois à l'époque des faits et les parents avaient rien de particulier à dire contre l'assistante maternelle. Donc ça faisait moins de, tu sais, elle avait pas de «casserole» entre guillemets, elle avait pas de connaissances de Oui. maltraitance, elle avait pas tout ça. Puis et puis mon mari, lui, me disait aussi en parallèle: «Mais c'est peut-être pas elle, c'est peut-être quelqu'un chez elle». Alors moi, j'ai toujours pensé, au vu de nos discussions, que c'était elle. À bien Mmh. des égards, j'en reste intimement persuadée. Mon mari est moins certain de lui, tu vois? Il sait que ça peut pas être son mari à elle parce que, il y a des radios du squelette, tu sais, qui ont été faites, pardon, Ouais. et vu la corpulence du mari, c'est ce qu'on nous a dit aussi à l'hôpital, si c'est lui qui avait secoué le bébé, à l'âge de 6 mois et par rapport au petit «poids» qu'il avait entre guillemets, il aurait eu des fêlures aux côtes, il aurait eu d'autres choses. Quelqu'un qui fait plus de 2 mètres, qui a des mains comme ça, peut pas ne pas occasionner Mmh. d'autres séquelles, enfin d'autres dommages au bébé. Mais bon, il y avait une adolescente, le petit copain de l'adolescente, enfin je crois que mon mari, c'est pareil, c'est trop violent pour lui de se dire que c'est lui qui a mis notre fils en relation avec sa nounou, cette brève nounou, et je crois que c'est trop dur pour lui et qu'il a besoin de s'imaginer que c'est une tierce personne au domicile. Oui, En tout cas, ce peut-être. qu'on sait, c'est qu'on n'aura jamais le fin mot de l'histoire et que le bébé, il était pas censé être seul avec n'importe qui d'autre qu'elle. Donc pourquoi on nous dit pas ce qui s'est passé? Et ça, c'est très dur de continuer à avancer et à vivre, avec ces points d'interrogation tout le temps au-dessus de la tête, ouais. Comment vous faites, justement dans votre vie de couple? Donc vous avez, quand même, vous êtes mariés, Mmh, vous avez fêté, célébré l'amour. ouais. Ça, C'est beau parce que dans c'était des épreuves comme ça, on entend souvent que ça provoque l'inverse dans les couples. Bah, j'ai envie de te dire que se marier, c'est facile, c'est rester marié qui est moins facile. Ça, après, c'est autre chose. Mais, mais c'est en fait, c'était évident parce qu'on était, alors moi plus que lui, je dois le dire, mais moi, j'étais vraiment sur un nuage euphorique, une fois que mon fils était vivant. Je crois qu'il y avait tellement de choses violentes qui gravissaient autour de moi, que moi, je faisais la fête d'un rien, et c'est aussi mon naturel, je suis comme ça. Puis comme lui, je voyais beaucoup de noirceur, j'avais besoin d'essayer de le tirer vers le haut. Et on décide de se marier, et donc on a notre grand, qui a 7 ans avec sa petite tenue mignonne. On a notre petit qui a grandi, qui marche pas encore mais nous tient les mains. Enfin, c'est magique, et puis on n'a pas de sous du tout à l'époque parce qu'en plus, ben, moi j'ai arrêté de bosser pour m'occuper de mon fils, donc c'est très, très, très ric-rac. Donc on fait juste un petit mariage en petite intimité, l'après-midi. On fait même rien le soir parce que, ben, on n'a pas de thunes, donc on va rien faire le soir. Pour le coup, c'était vraiment mariage d'amour, ça on peut le dire. En plus, on se marie en sachant que potentiellement 3 jours après, on fait de la garde à vue. Enfin, tu sais, Ouais, toute c'est vrai, cette période de vie, elle est trop bizarre. c'est Elle super est trop, trop, étrange. ouais, c'est étrange parce que en fait, tu vis chaque jour pleinement, et en plus, c'est vraiment le cas de le dire, tu vis chaque jour pleinement parce que quand tu arrives le soir, quand arrive la nuit, il y a une autre facette de toi qui arrive, et ça c'est super dur. Ça se compte en années, hein, franchement, de te retrouver, en fait, une fois que tes enfants dorment, qu'ils ont plus besoin de toi, que tu déposes, ça y est, ta casquette de parent, qui s'est bien occupé d'eux, bah, là, tu peux soit souffler ou soit ouvrir la porte à tout plein de choses qui se bousculent, et puis, bah, c'est, soit de la noirceur, soit du mécontentement, de la colère aussi, tu vois, très longtemps, et ça, dans la vie de couple, c'est pas facile. Parce qu'en fait, il y a des moments où tu essayes d'aller mieux et puis c'est ton conjoint qui repart complètement, ça va pas. Ou soit, bah, en fait, toi, ça y est, tu te dis, bah, tu penses que tu vas mieux, puis tu vois que lui, il va mieux, puis en fait, c'est toi. Il y a un nouvel événement ou des nouvelles démarches administratives, parce que ça, c'est pareil. La lourdeur des gestions administratives en France liées à tout ça, et du coup, bah, ça, c'est une tâche qui m'incombe. Je sais pas si ça incombe à toutes les femmes, mais en tout cas, dans notre foyer, ça m'incombe à moi, et c'est une charge mentale pas possible. Et puis, bah, à côté, tu as les injonctions parce que, j'ai arrêté de travailler dans le cadre d'un arrêt de travail parce qu'effectivement, je tenais plus la route, mais la CPM me laisse pas le choix au bout d'un an que de retourner travailler. Mais j'ai pas de mode de garde pour mon enfant, mais ça, ils en ont rien à faire. C'est je retourne travailler ou je suis en invalidité. Bon, bah, pas le choix, donc comment on gère? Enfin, donc on a un accompagnement pour lui trouver une place en crèche, mais que 3 jours semaine, et puis on nous «oblige» entre guillemets à dire: «Faut pas le faire grandir sous une cloche de verre». Alors que toi, tu veux qu'une chose, c'est qu'on te foute la paix, vivre d'amour et d'eau fraîche avec ton bébé à la maison. Ouais. Mais bah, voilà, tu continues, tu te laisses guider, et puis c'est dur, et puis en plus, ça arrive un jour où mon mari, tombe, sur l'assistante maternelle, et là, ça a été il a plutôt très, très bien réagi dans le sens où bon, il est très pris de symptômes physiques, très violents, mais en fait, il a quand même une petite alarme en lui qui lui a dit: «Stop», et en fait, il a réussi à demander de l'aide à un collègue à lui. Ils ont pris la fuite du lieu où ils étaient tout de suite. En fait, après, il était complètement enragé, complètement, en fait, il a eu le bon réflexe de demander de l'aide à un collègue et de prendre la fuite le plus vite possible,
Mais alors après, c'était un lion en cage et puis après ça a duré des semaines et des semaines et des semaines. Puis après on a déménagé. Après on s'est dit: «Non, on déménage vraiment» parce qu'on se doutait qu'il y a que les montagnes qui se rencontrent pas. Oui. Mais là, Vous étiez susceptible de la croiser relativement souvent si elle et habitait proche de chez et puis vous? de nous retrouver un soir errant devant chez elle et de faire une connerie parce que déjà pendant les 13 jours de placement, ça a été difficile de pas céder, très honnêtement. Mais je me dis: «Là, en fait, tout va bien», puis d'un coup, ça va plus et Mmh. puis tu te dis: «Puis elle, qu'est-ce qu'elle fait elle, tout de suite, quoi? Est-ce qu'elle a les mêmes tracas que moi? Est-ce qu'elle a cette lourdeur? Est-ce qu'elle arrive à remplir son frigo?» Parce que je me dis: «C'est injuste tout ça aussi», tu vois? Continuer à dormir dans ton lit au chaud avec ton mari, continuer à pouvoir te faire plaisir à partir en vacances alors que nous, on s'est saigné pendant des années parce que dans le foyer, c'était moi qui ramenais le plus gros salaire à l'époque, mais c'est moi qui arrêtais de travailler. Donc forcément, ça va pas. Puis à l'époque, on n'était pas aussi bien entourés que maintenant. C'est-à-dire que maintenant, tu vois, on essaye vraiment quand il y a des familles confrontées à tout ça, de leur faire part de leurs droits. Moi, je suis allée chercher de l'aide auprès d'assistantes sociales. Mon fils était suivi dans un camp quand il était petit. On m'a pas dit quels étaient mes droits, ce qui fait que moi, à l'époque, j'ai fini par faire une rupture conventionnelle. Et donc je vivais avec 1 100 € par mois et comme la CAF se base sur tes revenus, des 2 dernières années, que j'avais des très bons revenus avant d'être maman, j'avais le droit à 0 aide. Alors qu'en fait, aujourd'hui, j'apprends qu'il y a des congés de présence parentale qui existent, qui sont faits pour ça et que non seulement tu gagnes plus ta vie que ce que je gagnais à l'époque, mais que c'est un droit et que tu continues à cotiser pour ta retraite. Enfin, des choses qui sont faites pour nous aider, nous, parents d'enfants, vivant avec des particularités, mais à l'époque, personne ne te le dit donc bah, tu avances dans la C'est fou, difficulté c'est mais pas un accompagnement là-dessus, quoi, non, qui puis peut tout changer en plus. du coup, comme on te parle du milieu du handicap, bah, tu te dis: «Bon, bah, va falloir faire un dossier à la MDPH, va falloir faire tout ça». Mmh. Puis en fait, tu te trouves confronté à autre chose. Tu te trouves confronté aussi au fait que: «Ah bah, oui, mais donc le milieu du handicap, oui, mais par contre les handicapés invisibles, non, mais du coup, pas assez handicapé pour ça, oui, mais trop anormal par rapport à ça». Enfin, moi, ça va bientôt faire 9 ans que j'évolue là-dedans et pas assez normal par rapport à plein de choses, mais trop ceci pour ça. Enfin, c'est épuisant et éreintant et puis faut courir partout tout le temps. Enfin, la charge mentale, elle est très, très lourde et le manque d'accompagnement, il est très fort malheureusement. Tout ça t'a emmené à co-créer une asso autour de ce Ouais. syndrome. Mmh. C'est important d'en parler aussi justement parce que tu avais à cœur de faire de la prévention, d'en parler. Bah, je te disais, il fallait que je donne du sens à l'époque. Alors moi, toute seule au démarrage, il y avait ces petites choses via les réseaux et puis, on s'est rencontrés donc avec d'autres parents. Certains avec qui le feeling pour travailler est mieux passé et on s'est dit: «Bah, il faut qu'on continue, mais sur quelque chose de vraiment dédié au syndrome du bébé secoué», parce qu'à l'époque, ça existait pas en France. En tout cas, une association à destination des familles, pas que des professionnels et cetera, qui allait à la fois venir en soutien aux familles de victimes, mais qui aussi allait donner de l'information et tu sais, pas de l'information médicale lourde. Le but, c'était un peu vraiment de vulgariser l'information pour que n'importe qui puisse la comprendre. Parce que quand tu te farcis les recommandations de la Haute Autorité de Santé, franchement, tu comprends pas grand-chose la première fois. C'est reste quand même imbuvable les fois d'après et je me dis: «Personne n'a envie de s'intéresser à ça». En plus, le message, il est basique. Le message, c'est de dire: «Stop, stop». Tu sens que tu as un truc qui va pas, tu sens que là, tu es pas en capacité de t'occuper d'un bébé, stop, tout de suite, il te faut une alarme, arrête-toi, pose le bébé en sécurité, éloigne-toi, sors dehors, appelle un ami. Alors te pars pas un quart d'heure et pars pas faire des courses, mais tant que tu mets ton bébé en sécurité ou le bébé que tu gardes en sécurité et que toi, tu fais un retour au calme, stop, va pas plus loin parce qu'en fait, tu vas lui briser la vie, tu peux le tuer, tu peux l'handicaper à vie. Donc ça, c'était le message basique. Ça, je me suis dit: «Ça, tout le monde peut comprendre». Si on n'est pas foutu de nous le dire dans les maternités, si on n'est pas foutu de nous le dire, quand tu revois le pédiatre dans les premiers mois de la vie de ton bébé. Moi, en plus, j'ai exprimé certaines difficultés avec mon enfant. Franchement, j'avais ouvert une porte pour qu'on me fasse de la prévention. Après, je me dis: «Mais moi, personne m'en a parlé à ce moment-là quand j'allais pas bien. C'était pas écrit sur mon front que j'allais pas faire de mal à mon fils». D'ailleurs, je continue vraiment de penser que c'est écrit sur le front de personne. Il y a personne, je pense, qui se lève un matin en se disant: «Tiens, aujourd'hui, je vais aller fracasser le cerveau d'un bébé, je vais le tuer ou je vais le handicaper à vie». Il y a des signaux avant-coureurs, il y a de l'aide à aller porter, encore faut-il pouvoir la demander, parce que je reste convaincue que nous, parents, quand on choisit un mode de garde, forcément qu'on est quand même convaincu que notre enfant va être bien, ou il peut y avoir des signaux d'alarme comme c'était dans notre cas où on se dit: «Ouh là, ça commence à être bizarre, mais peut-être pas de l'avoir la maltraitance». Tout comme je suis convaincue que quand c'est le papa qui secoue un bébé, la maman, si elle laisse le bébé avec le papa, c'est qu'elle s'imagine pas qu'il soit capable d'une telle violence. Ça prouve bien que du coup, c'est écrit sur le front de personne. Donc la prévention, ça concerne tout le monde. Tout le monde n'est pas capable de passer à l'acte. Par contre, tous les bébés sont susceptibles d'être secoués en fonction de l'adulte avec lequel ils vont se retrouver à huis clos, sans pouvoir se défendre, sans pouvoir parler parce que c'est aussi plus facile
quoi qu'il se passe, de s'en prendre à un bébé qui, de toute façon, peut pas te répondre, peut pas tenir tête et pourra pas en parler Et derrière. oui, il ne dira rien. Exactement, parce que cette maltraitance-là, elle se passe jamais quand il y a du public, hein. Te dira jamais: «Bah oui, j'ai vu, c'est telle personne qui l'a secoué de telle manière». Non, non. Étonnamment, ça se passe toujours quand personne n'est là pour pouvoir le voir. Donc il y a des études un petit peu plus poussées qui donnent un peu de tranche horaire, que vraisemblablement les nourrices, ce serait plus sur l'heure du midi et début d'après-midi et que les papas, ce serait plus après 18h. Enfin, voilà, il y a eu des études de menées, mais c'est pas partout, c'est pas uniforme, donc voilà. En tout cas, ce qui est certain aujourd'hui, c'est que les mères sont celles qui secouent le moins les bébés, alors que on le voit en gravissant dans le milieu de la parentalité, elles se prennent quand même beaucoup. Il y a un taux de suicide très énorme chez les mamans. Enfin, c'est quand même voilà, il y a beaucoup de dépression du postpartum. Pour autant, elles vivent quand même des choses très difficiles, mais c'est pas elles qui passent à l'acte. Par contre, les papas et les assistantes maternelles sont ceux qui font le plus de mal au bébé. On parle du geste aussi, souvent on voit des vidéos passer, moi j'en ai vu une sur le compte de l'association c'est Stop bébé secoué, C'est ça, comme je te l'ai dit tout à l'heure, fait vraiment on a fait voilà, basique, stop pour le petit pour signal que et les bébé gens puissent, secoué. aller voir. Mmh. De toute façon, on mettra le lien évidemment de l'association. On voit des vidéos passer, et déjà en regardant une vidéo, on se rend compte du geste, à quel point il est violent, parce qu'il dure longtemps, je trouve. Enfin, c'est un certain laps de temps et en plus, une telle violence, on a du mal à imaginer que quelqu'un puisse faire ça sur un enfant, sur un bébé notamment. Tu nous as ramené, donc ce poupon, pour qu'on puisse voir aussi, se rendre compte, j'ai la gorge nouée rien que de penser, tu vois, à ça. Tony qui est là va pouvoir venir, ben, essayer pour se rendre compte en fait. On Je pense que c'est, Il est un petit peu lourd aussi bien de se justement. rendre compte de la réalité des Effectivement, choses. lui, il est là, alors c'est un très bon outil de prévention et aussi c'est un très bon outil qui sert, on le met à disposition, en fait, dans les procès. Parce que c'est important, en fait, de ne pas avoir de compassion pour le secoueur. Parce que bien évidemment que parfois ça peut être difficile de s'occuper d'un bébé et qu'en parler, c'est pas grave, ça fait pas de nous mauvais parents, mauvais professionnels de santé. Ça, on peut tous l'entendre. Par contre, ce qui est complètement anormal, c'est d'aller s'en prendre à un enfant. Et dans le cadre du syndrome du bébé secoué, pour en arriver, si tu veux, à de telles séquelles, l'enfant, il est vraiment face à l'adulte. Bon là, avec le micro, du coup, je vais pas pouvoir le porter comme ça, je vais laisser Tony faire après, mais en fait, vraiment, tu sais, c'est un bébé qui est empoigné. Alors, soit comme ça, tu sais, ça peut arriver par les épaules fermement, mais la plupart du temps, c'est sous les bras et tu arrives, tu sais, à le mettre vraiment face à toi avec de l'énervement, mais pour le faire taire, en fait. Alors, pour le faire taire, ça veut pas dire forcément qu'il pleurait auparavant. Ça veut juste dire: «Je veux que tu entendes que c'est moi l'adulte, c'est moi qui décide et à ce moment-là, j'ai décidé que tu allais te taire, que tu allais t'arrêter de m'embêter. Qu'est-ce que tu veux encore?» Tu vois? Il Mmh. peut y avoir plein de solutions. Soit l'enfant, il va être secoué. Alors juste secoué, j'aime pas dire ça parce que c'est déjà bien trop en soi, mais il y a aussi des enfants derrière, ils sont secoués, ils sont balancés. Balancés dans un lit, balancés contre un mur. Enfin, le syndrome du bébé secoué, c'est une maltraitance qui va souvent de pair avec d'autres. C'est aussi pour ça qu'on leur fait faire des radios du squelette, la Ah scintigraphie oui. dont je parlais tout à l'heure. Parce qu'en fait, si tu en arrives déjà à secouer un bébé, ça veut dire que tu es capable certainement de lui avoir déjà hurlé dessus avant. Pourquoi pas l'avoir tapé, l'avoir pincé. Enfin, c'est pour ça que souvent les gens se disent ouais, mais quand même, ça arrive à tout le monde d'être dépassé. Je peux comprendre. Moi, j'entends souvent ça. Je peux comprendre qu'on puisse en arriver à secouer un bébé. Et en fait, moi, je peux comprendre que tu sois au bout de ta vie, je peux comprendre que ce soit difficile, je peux comprendre que tu as plein d'autres soucis et que là, t'occuper d'un bébé, ça te demande beaucoup d'énergie. Je peux comprendre qu'en fait, le métier que tu as choisi aujourd'hui te convient plus. Je peux comprendre que, bah, du coup, tu en as marre parce que ta femme, depuis qu'elle a accouché, elle est que focus bébé et plus sur toi. OK, tout ça, on peut tous comprendre. Par contre, personne ne peut comprendre de s'en prendre à un bébé et ça, c'est hyper important. Donc là, je vais le mettre en condition si Tony Bien mon cœur, ouais. veut le tester. Alors, je vais l'allumer au dernier moment parce que, bah, Il pleure. en fait, il pleure pour créer un contexte un peu stressant pour l'adulte OK. et en fait, là, si tu veux, en haut, il y a donc le crâne, il est, en fait, par transparence. On voit certaines zones du cerveau et en fait, il y a des diodes lumineuses à l'intérieur. Donc je vais te laisser le manipuler, le poupon, déjà pour que tu te rendes compte que si tu le manipules normalement, comme tu manipulais tes enfants petits, même si tu le jettes en l'air ou quoi, il y a pas de raison que les diodes s'allument. C'est vraiment un contexte de maltraitance assez importante qui fait s'allumer les diodes. Alors attends, parce que hop, c'est pas lourd. Et là, le principe du coup, c'est que la Bah, zone, là, si tu veux, là, alors là, un vrai bébé, tu lui ferais mal au cou, mais là, tu lui occasionnes pas le syndrome du bébé secoué. Là, il faut que tu t'imagines. Alors là, tu vois, il y a une petite zone qui s'est allumée derrière. Bah, voilà. Là, il y a eu suffisamment là, il s'était déjà allumé, donc là ah bah,
En fait, c'est le va-et-vient à l'intérieur. Alors ça peut être aussi un peu sur le côté, mais en fait, tu imagines la puissance de frappe du cerveau à l'intérieur. En plus, là, tu l'as fait taire, c'est assez rare, ça veut dire que là, il a tout le cerveau endommagé devant et derrière. Là, dans la vraie vie, c'est un bébé qui serait très certainement déjà dans le coma en arrêt cardio-respiratoire. Le connaissant? Mmh. Secouer en fait, ça pourrait pas le Bah, parce que tu l'as secoué gentiment. Là, tu plus enfin, très honnêtement, ce que j'ai vu, tu as joué avec lui au début plus que de le secouer méchamment. Son cerveau, ah bah, tu fais pas ça! Eh ben, on est d'accord? Eh ben eh ben, voilà. Mmh. Un vrai bébé, tu lui ferais pas ça parce que tu sais que sa nuque, en fait, elle a besoin d'être maintenue. Donc tu lui ferais déjà pas le geste que tu as fait parce que tu te dis: «C'est pas Oui, adapté». bien sûr. Donc là, déjà, tu vois, pour vraiment le démarrer attends, je vais éteindre, il y a un petit bouton derrière. Merci d'avoir, bien voulu le faire et en fait, tu vois, lui, il nous aide beaucoup ce poupon, en fait, dans tous les ateliers, de prévention ou dans n'importe quelle chose qu'on puisse faire, tu vois? C'est d'expliquer justement aux gens: «Voyez ce qu'il faut faire. Voyez ce que c'est que le syndrome du bébé secoué». Parce que tu sais que tous les jours, on a des demandes et même un moment où c'est un peu épuisant, c'est on nous dit, «Ah mais du coup, on s'est baladé, on a roulé un peu trop fort avec la poussette sur des pavés, le bébé, il a été quand même beaucoup secoué dans la poussette» et c'est là où je me dis: «Les mots ont leur importance» parce que remuer, j'entends, par contre secouer, non. C'est Même, tu vois, différent. des fois, on nous signale des vidéos de femmes qui dansent avec leurs enfants. Bah, mais quand tu danses avec ton enfant, si tu mets la main derrière sa tête et que forcément tu adaptes les mouvements, il suit ton corps, en fait, au final. Ou même dans certaines cultures, ça arrive, tu vois, de lancer quand même les enfants. Alors, forcément, à prendre avec précaution, il faut adapter les mouvements de l'enfant à son âge, à son stade de développement. Mais en fait, quand tu lances un bébé en l'air et que tu le rattrapes, le mouvement, tu l'accompagnes. Mmh, Sa tête, elle fait pas ça. bien sûr. Donc, t'as pas le système comme en fait, comme une cacahuète, tu sais, où quand tu la secoues dans sa coquille, t'entends. Oui, En fait, le syndrome du bébé secoué, c'est ça. mais en C'est fait, le cerveau qui vient taper. on se rend bien compte là que, ça ne peut pas arriver par accident. Merci. Mmh. C'est tout simple, c'est aussi simple que ça. On ne peut pas s'imaginer une seule seconde que ça peut être impacté à un geste anodin du quotidien, à un jeu, par exemple. On voit aussi que ça peut pas être une chute parce que, bien évidemment, ton enfant chute, il va avoir des fêlures, des cassures, il peut avoir un trauma crânien, mais en tout cas, il ne peut pas avoir des séquelles typiques du syndrome du bébé secoué. Et c'est ça qui reste fondamental parce que forcément, c'est très compliqué déjà d'obtenir des aveux, hein, dans toutes ces affaires-là. C'est aussi très compliqué de pouvoir avoir des procès parce que, bah, en fait, derrière, un procès, ça veut aussi dire de l'argent, c'est-à-dire qu'il faut être sûr de soi, il faut que ça puisse conduire à une condamnation. Donc déjà, il y a beaucoup, beaucoup d'affaires qui se passent seulement en correctionnel. Pour le coup, pour y avoir assisté pour d'autres familles, moi, je trouve ça horrible d'être jugé comme ça rapidement entre un dealer et puis, un problème de voisinage. Enfin, on parle quand même en fait, à la base, l'acte, il est le même. Est-ce que tu vas tuer l'enfant? Est-ce qu'il va être handicapé à vie? Tu sais pas quand tu le fais, en fait. Donc je me dis, c'est très utopique, mais c'est quand même vrai. Ils devraient tous être jugés de la même manière. L'intention est la même. La conséquence, effectivement, n'est pas la même entre un bébé qui est enterré et un bébé qui a la chance de grandir et de se développer. On est bien d'accord. Mais en tout cas, le secoueur, quand il secoue, il se la pose même pas cette question-là. Il a fait le même mal au démarrage. Donc déjà, ça, tu vois, ça devrait même plus arriver. Et puis, bah, quand il y a des procès, les peines, elles sont encore dérisoires, alors que normalement, ils sont censés encourir jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Et on en est, mais très, très loin. Et les quelques procès où on a pu avoir des peines de 15 ans, c'est parce que c'est avéré qu'il y a eu d'autres maltraitances au-delà du syndrome du bébé secoué et qu'il y avait eu de la récidive, etc. Et je me dis, que valent les vies de nos enfants, enfin. Et puis, je te parle pas de tous les classements sans suite, parce que ça, c'est Il doit y en avoir énormément. les grands oubliés, mais ouais. Mmh. Dans toute cette tragédie que vous avez traversée, que vous traverserez, je pense, toute Toujours. votre vie, Mmh. vous avez trouvé de la lumière? Mmh. Vous aviez décidé de faire un deuxième enfant? Ouais. Un deuxième enfant qui est venu, alors, pas panser les blessures parce qu'on l'a pas fait pour ça, mais en tout cas, moi, c'est vraiment, une deuxième chance de vivre une maternité légère, normale, si je puis dire, enfin, sans drama, donc avec bien plus d'inquiétude et moins de sérénité que la première fois parce que forcément la lourdeur du passé, fait que. Mais c'est un projet qu'on a fait mûrir aussi. Heu, Bah, alors déjà, on va en parler sans tabou, mais parce que déjà, bah, la sexualité du couple, elle en prend un coup quand même, hein, quand on vit des choses difficiles comme ça. Donc faut déjà se retrouver en tant que couple et voilà. Après se dire: «Bah, non, moi pendant longtemps, je suis connue des services sociaux. J'aurai jamais d'autres enfants. Le moindre truc qui va se passer, on va me retirer mon enfant». Enfin, moi je me suis toujours imaginé, enfin je sais pas, mon enfant se casse un truc, je l'emmène à l'hôpital, ça se trouve on va me le placer directement. Enfin,
J'avais cette peur tout le temps. En fait, la peur et la colère m'ont beaucoup freinée pour avancer dans ma vie ces dernières années. J'ai fait beaucoup pour l'asso, mais très peu à titre perso. Je vivais beaucoup pour mon fils et pour la suite, mais je préférais me dédier aux autres. Et puis, en fait, il y a eu un moment où justement il a fallu dire stop aussi parce que, bah, à force de donner aux autres et d'avoir l'impression, bah, qu'on ne donne pas grand-chose en retour. En plus, on n'en a pas parlé, mais nous, l'affaire, elle a fini par être classée sans suite au bout de 5 ans. Donc c'est-à-dire que tout ça, tout ce qu'on a vécu pour obtenir justice pour notre fils, ça n'a servi à rien. Donc moi, je me suis dit: «Ça va plus d'essayer de donner du sens que pour, sauver des vies». Parce qu'en plus, tu arrives pas à en sauver tous les jours, tu es contacté avec des nouveaux cas, des nouvelles familles et je me suis dit: «En fait, j'ai envie de penser à nous» et moi, mon petit garçon a grandi. Alors au démarrage, il y avait déjà des choses qui allaient pas forcément bien, mais c'est là, malheureusement, depuis l'entrée en primaire où ça se corse de plus en plus pour lui. Il y a de plus en plus de séquelles qui apparaissent et c'est un grand hypersensible et un grand amoureux de la vie aussi et en fait, il rêvait d'avoir une petite sœur. Alors pourquoi une sœur, je sais pas, mais il rêvait d'une petite sœur, puis tu sais, enfin, c'est du boulot et puis, il a commencé à connaître son histoire à un moment, donc on lui a aussi expliqué que pour papa et maman, c'était difficile aussi parce qu'il faudrait retourner travailler et faire garder le bébé, ce serait compliqué. Puis après, on se dit: «Bon allez, vas-y, on se lance», bon après quelques aléas, c'est un bébé qu'on a attendu longtemps, mais quand le bébé est enfin là, enfin bien greffé et bah, du coup, on apprend que c'est une fille. Alors là, Alors là, joie, bonheur. Moi, je me dis: «La boucle est bouclée». Je vivais avec 3 garçons et là, du coup, je vais avoir enfin une petite fille et puis même pour moi, autant j'aurais adoré avoir un autre fils encore, mais je pense que j'aurais eu peur que ça me réveille encore trop de choses douloureuses. Là, tu vois, je me dis: «Elle est née 8 ans après son frère». Hem, Moi, j'ai grandi aussi, j'ai mûri, je me suis réparée et elle est venue réparer plein de choses que je pensais pas encore aussi douloureuses à vivre et elle m'a montré aussi, comme, ça peut être super chouette, de faire comme on le ressent soi, sans les injonctions de la société, d'écouter personne, faire comme on a envie. Et puis, bah, mon fils, c'est un super grand frère. Il adore sa petite sœur, c'est génial. On lui inflige, du coup, elle, un rythme de vie un petit peu plus dense parce que, bah, elle grandit dans les salles d'attente et des fois, je me dis: «Pauvre bichette, elle a rien demandé». Je la trimballe à droite, à gauche, je le fais patienter avec moi 45 minutes dans les salles d'attente pendant les rendez-vous de son frère. Donc des fois, il y a une part de mmh. moi qui culpabilise, mais je me dis: «Bon, si on compense à côté autrement et qu'elle est heureuse, c'est l'essentiel». Oui, parce qu'il a encore un suivi aujourd'hui qui est poussé, tu l'emmènes souvent, Bah, en fait, il devient un peu plus poussé même maintenant. Il a eu des besoins, tout petit avant de rentrer à l'école, on faisait jusqu'à 5 séances de kiné par semaine, par exemple. Et puis, en fait, bon, bah, après il est rentré à l'école, il avait un suivi dans un camp, c'est un suivi pluridisciplinaire, sauf que ce suivi-là, ça s'arrête à 6 ans. Donc il faisait de la psychomotricité, voyait un psychologue, ce qui a permis de nous accompagner nous aussi, de lui expliquer son histoire. Il avait 5 ans quand il a su qu'il avait été maltraité. Après, bah, il a fallu aussi l'accompagner d'un point de vue injustice et et parce que c'est devenu un petit justicier dans l'âme aussi. Et après on a décidé quand il est rentré au CP de le laisser tranquille. On s'est dit: «Bah, puisque le camp s'est terminé». Même nous, on voulait nous se laisser un peu tranquille aussi. Moi, il fallait que je reprenne une vraie carrière professionnelle pour mon bien-être psychologique, pour l'argent, pour les projets. Enfin, fallait vraiment qu'on ouvre un nouveau chapitre et donc je me suis un peu concentrée sur moi et puis, bah, arrivée en cours avant le CE1 pardon, ouais, fin de CP, la maîtresse a commencé à me dire qu'il y avait quand même, bah, pas mal de petites choses qui allaient pas. Qu'il était capable de faire certaines choses, mais que des fois, il était là sans être là. Enfin, voilà et en fait, aujourd'hui, il a des troubles de l'attention assez forts. Il a une hypersensibilité auditive, donc ça depuis toujours, donc il a beaucoup besoin de son casque anti-bruit. Donc maintenant, on a réussi à mettre un plan d'accompagnement personnalisé à l'école et il l'utilise aussi, ça l'aide pour sa concentration. En plus, il a fait 2 écoles différentes, donc on comparait un petit peu les retours qui étaient souvent les mêmes. En fait, il est capable de plein de choses, mais il y a des choses, c'est plus fort que lui, si tu veux. Je saurais pas comment l'expliquer Mmh. avec des mots, puis en plus, on est en plein dans les bilans et cetera, Ouais. mais même il y a même pas vraiment de terme à mettre en place parce que c'est un miraculé du syndrome du Besokwe qui grandit avec des séquelles. Il a des troubles empruntés aux troubles du spectre autistique, il a des troubles empruntés à d'autres problèmes, comportementaux, 10 et cetera, mais en fait, c'est son cerveau qui est lésé. Il a eu des lésions du coup, donc il est cérébro-lésé, il grandit comme ça et c'est vraiment ce qu'on veut faire comprendre, c'est que, en fait, c'est à l'âge adulte, quand son cerveau va être consolidé, qu'on pourra réellement estimer les séquelles, Ah oui. pour chaque enfant. Et en fait, ils grandissent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête parce que, tu vois, on a plein d'enfants dans l'entourage de l'association qui sont allés très bien jusqu'à 7 ans, 8 ans, 11 ans
et ça se dégrade carrément après. Et là, moi, tu vois, il y a quelques mois, on nous a dit un truc, qui était fort à entendre, c'est on m'a dit qu'on était inquiet pour l'adolescent qui pouvait devenir. Et moi, tu vois, ça, alors je sais pas si les gens qui m'ont dit ça ont mesuré, en fait, la portée de leurs propos, mais étant donné que je sais qu'il grandit avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, moi aussi je suis inquiète de plein de choses, le concernant et de ma faculté à pouvoir bien l'accompagner et de l'argent à aller chercher pour financer tout ça. Parce que comme on n'a pas pu, obtenir justice, j'en parlais tout à l'heure du fameux chèque et je voulais qu'elle paye, elle n'a jamais rien payé et nous payons tout. On a des milliers d'euros de frais d'avocat, on a tout ce qu'on a perdu en arrêtant de travailler et cetera. Et là, aujourd'hui, j'ai plusieurs centaines d'euros par mois à ma charge parce que c'était professionnel en libéral, en fait, hein. On s'était inscrit sur des listes de CMP et cetera, mais c'est très long. Et quand je parle du bébé secoué, je vois bien que moi, dans ma province, c'est hyper dur d'aller trouver des professionnels. Et ce qui fait que maintenant, j'ai trouvé un suivi pour mon fils. Alors, c'est pas un suivi à la semaine, heureusement, ça va être quelques fois par an, mais je l'emmène dans le 94 aux hôpitaux Saint-Maurice, alors que moi, j'habite en Normandie. Mais parce que là, j'ai trouvé des interlocuteurs qui, dès la première fois, ils l'ont vu, m'ont dit: «Bah, il doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça». J'allais parler, je me suis mise à pleurer. J'ai dit: «Ça fait des années que je dis qu'il y a plein de choses qui sont anormales, pas forcément graves, mais tout cumulé, plus d'autres choses dont on parlera pas parce que c'est très intime et ça le regarde, mais il y a plein de choses qui m'interpellent et où en fait, chez moi, on m'écoute pas et là, je me dis: «Il faut que je fasse 5 heures de voiture aller-retour pour être entendue». Enfin, donc tout ça, ça a un coût et puis, bah, c'est difficile d'aller mettre une carrière professionnelle aussi là-dedans parce que, bah, forcément, il faut aller travailler. Pour le bien-être aussi, c'est important aussi de continuer. Mais en même temps, bah, à quelle fréquence tu travailles? Parce qu'il faut aussi être libre pour les rendez-vous médicaux ou libre quand les journées de travail, elles sont bien trop dures à l'école et qu'il y a des grosses crises de décharge le soir. Moi, je suis censée rentrer à 19h, donc je sais pertinemment que je vais pas pouvoir travailler tous les soirs non plus. Enfin, tous les soirs. Il y a des moments où ça va poser problème, en fait. Je peux pas être dispo que le mercredi pour mon fils. Il y a des moments, des périodes où il va mal et il faut absolument que je sois là pour accueillir la décharge et pour être là pour lui. Et puis aussi parce que papa va pas forcément gérer comme moi, donc il y a des trucs où je vais plutôt le laisser faire lui et ça, il y a que moi, entre guillemets, qui arrive à le gérer. Mmh. Donc c'est compliqué. Puis là, je te parle de mon cas à moi, mais malheureusement, le cerveau est tellement, particulier qu'il y a plein d'autres cas familiaux avec d'enfants qui ont des séquelles diverses et variées. Oui, j'allais dire, un message, je pourrais encore parler des heures avec toi, mais on doit te ramener. J'ai pas envie que tu rates ton train, mais un message, un dernier message pour les parents, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors, je vais m'adresser même à n'importe quel être humain, en fait, qu'il soit parent ou qu'on lui confie un petit, que ce soit son métier, que ce soit juste une garde ponctuelle, c'est de dire qu'en fait, par moment, bah, on n'est pas capable de faire des choses parce qu'on est fatigué, parce qu'on est épuisé, parce qu'on est en colère. Et puis, en fait, on n'ose pas souvent dire qu'on n'a pas envie ou qu'on peut pas faire ou que c'est trop dur à ce moment-là. Mais vraiment, pour n'importe quoi dans la vie et encore plus pour protéger des êtres innocents, c'est important de dire: «Non, là, je peux pas m'occuper, là, j'en peux plus, c'est difficile, je veux pas rester tout seul avec le bébé, parce que j'ai pas envie». Et en fait, je me dis: «Plus ça peut sauver la vie d'un enfant». Parce que je me dis: «Finalement, quand on va le poser, on va le mettre en sécurité, on va lui épargner plein de choses». Si tu le gardes avec toi absolument, si tu le gardes dans tes bras, tu le mets en danger de tant de choses qu'on soupçonnerait pas parce qu'encore une fois, personne ne se lève un matin en décidant de fracasser une vie comme ça pour toujours. Tu as un psycheur à côté de toi, je te laisse le récupérer. Tony va nous donner un petit stylo. Un Tu vas petit cœur à pouvoir, paillettes. écrire, quelque chose ou pas, comme tu le souhaites. Merci. Je fais ça. Tiens, tu peux poser, Hop. donc tu peux le glisser là-dedans. Comme ça, l'histoire reste ici. Merci infiniment, Marie, d'être venue déjà jusqu'ici, de nous avoir confié ton récit de vie. Pas évident et avec toute ta douceur malgré tout, vraiment. J'espère que tes messages seront passés et que ça évitera bien des drames. Mais merci pour tout, vraiment du fond du cœur. Bah, merci d'avoir laissé parler une maman de victime pour, toutes celles aussi qui arrivent pas à parler et pour tous les bébés aussi que vous allez contribuer à protéger en diffusant tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour nous soutenir, pensez à vous abonner, commenter et partager l'épisode sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous évaluer 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est très important. Et moi, je vous retrouve mardi prochain pour un nouveau témoignage d'espoir, de résilience et de confidence sur la maternité et la parentalité moderne.